Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 39e numéro du menu crowdfunding, votre petite revue hebdomadaire qui vous présente un petit peu tous les projets de jeux de société actuellement en financement participatif, que ce soit sur Kickstarter, GameFound, Ulule ou encore Game on Tabletop. Cette semaine encore, bon, on a quelques projets vraiment très intéressants, mais elle a été pas mal allégée en comparaison avec ce que j'avais prévu à l'origine. Et on va le voir assez rapidement cette semaine via le sondage que quelques jeux ont été reportés, notamment les deux plus gros, en fait, ceux qui avaient recueilli le plus de votes cette semaine. Donc bon, on va aller voir ça tout de suite, mais du coup, ça permet d'avoir un menu un petit peu plus léger que ce que je pensais à la base. Le petit point sur la chaîne donc, eh bien vous le voyez, encore une très très belle semaine. Ça fait 2 semaines que vous nous faites très très plaisir. On était passé de 768 à 803 et de 803 à 843, donc 40 abonnés d'un coup cette semaine. Ça nous fait très 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 plaisir. On approche des 1000 bien plus rapidement que ce qu'on ne le pensait à l'origine. Bon, ne vous arrêtez pas pour autant, hein, continuez, continuez. Ça nous fait vraiment très très plaisir de voir ça, mais c'est vrai que ça nous surprend un petit peu. Très joli menu crowdfunding la semaine dernière en termes de résultats, bien évidemment. Hein, c'est pas une façon de se louer, de se tresser des louanges à soi-même, avec 623 vues. Ensuite, on a fait une vidéo de présentation sur Dice Throne Adventures pour le premier donjon, suivi d'une seconde pour le premier combat de boss, qui pour l'instant attire beaucoup moins, mais j'ai oublié de le poster sur la communauté francophone de Dice Throne, donc ça peut impacter un petit peu aussi. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas de grande importance, quoi qu'il arrive. Avant de passer directement au sondage, on va faire un petit tour du côté de la chaîne de Crash Test Meeple. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la chaîne, elle est déjà assez ancienne, entre guillemets, dans le sens où il est actif depuis 1 an et demi, 2 ans, si je me souviens bien, et il propose notamment une série intitulée, ici vous le voyez, PBPJ, Parlons bien, parlons jeu, et justement, bah, c'est la première fois que nous avons fait une intervention, enfin que les ludovores font une intervention sur une chaîne en collaboration, comme ça pour une vidéo. C'est le cas ici, donc avec le sujet de la semaine, hein, la blockchain de Kickstarter, hein, un sujet qui avait un petit peu défrayé la chronique à la fin de l'année 2021, et sujet que nous abordons donc en compagnie de Nicolas, donc Crash Test Meeple sur sa chaîne, ainsi qu'avec Nix. Donc ça nous faisait très plaisir aussi de pouvoir enfin parler avec Nix. Et je continue à dire nous, parce que bon, on est une chaîne à deux têtes, Xavier et moi, alors que sur cette vidéo, je suis le seul des deux à participer, mais bon, bref, vous aurez compris. Donc ça m'a fait très plaisir en tout cas de rencontrer Nicolas et Nix par la même occasion, qui sont des vidéastes que je suivais déjà avant même de commencer la mienne. Donc bien évidemment, je vous encourage à aller jeter un œil, si ce n'est pas encore fait, à la vidéo en question. Je pense qu'on a traité un sujet relativement intéressant, même si aucun d'entre nous n'était particulièrement spécialiste de la notion de blockchain, du concept lui-même de blockchain. Sur ce, on passe directement au sondage de la semaine. Je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez aller voter dans la description de la vidéo pour les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine prochaine. Ce seront les jeux, les 3 jeux qui apparaîtront dans le haut du classement seront forcément traités en profondeur lors de la vidéo de la semaine prochaine. Puis ça permet de voir un petit peu ce que les gens attendent. Cette semaine, eh bien, vous le voyez, on va faire ça un petit peu plus clair. Voilà, comme ça, voilà, un petit peu mieux. Donc, Tidal Blades et donc son nouveau standalone Rise of the Unfolders, ainsi que Ryozen, le nouveau jeu de Tabula Games, étaient tous les deux en tête avec 6 voix. Malheureusement, ce sont les 2 jeux qui ont été reportés. Donc en gros, les 2 jeux les plus attendus de la semaine ont été repoussés, reportés. Quoique Lyozen, j'ai pas vu de trace d'un report. En fait, peut-être que c'était juste moi qui m'étais trompé de semaine. Il me semblait que c'était fin février, alors qu'en fait c'était mars. Je ne sais pas si c'est un report ou si ça fait longtemps que c'est prévu comme ça et je me suis juste trompé au milieu des 50 000 dates que je gère semaine après semaine. Quoi qu'il en soit, Tidal Blades, en fait, ça vient en gros de la séparation de Druid Games, qui est géré par James Hudson et qui était jusqu'à présent, comment dirais-je, en partenariat avancé avec Skybound, une grosse boîte de jeux vidéo et de jeux de société. Ils ont pris leur indépendance, ils ont rompu amicalement leur collaboration jusqu'à présent pour redevenir totalement indépendant. Et du coup, le jeu est repoussé au 22 mars. Donc d'ici un mois, on aura Tidal Blades qui nous reviendra enfin avec ce standalone assez attendu. Et puis pour ce qui est de Lyozen, eh bien Lyozen ce sera pour mars. J'ai pas la date exacte, mais il y aura en revanche une sorte de vidéo de stream le 10 mars en mode pré-campagne avec les auteurs. Donc j'imagine que en troisième, deuxième semaine peut-être de mars, on devrait pouvoir voir Lyozen apparaître sur Kickstarter.
Sans plus tarder, donc du coup, il nous reste 51st State de Portal Games. Ensuite, quelques autres jeux qui ont été chacun à 3 voix. Donc du coup, ben, il n'y a pas vraiment de choix évident à faire. Donc je pense que je vais parler assez précisément de 51st State, bien entendu, de Lobotomy, même si c'est pas trop mon type de jeu, ainsi que Unsettled, qui n'a eu que 3 voix, à ma grande surprise. Je pensais que le jeu était assez attendu. Orange Nebula fait quand même de très belles campagnes, a eu un très très gros succès sur chacune de ses campagnes récemment. Je pensais qu'il y serait plus haut, mais non, apparemment. Mais j'en parle là quand même parce que c'est un des projets qui, moi, personnellement, me semble le plus intéressant de la semaine. Par contre, grosse déception pour Ahau, qui a l'air d'être très sympa et qui a fait 0 voix. Donc bon, on en parlera brièvement dans les mentions honorables, la partie de la vidéo qu'on s'apprête à commencer, même si on va commencer, une fois n'est pas coutume, par un jeu annulé quelques jours après sa campagne uniquement, enfin après le lancement de sa campagne. C'est parti. Alors, je vous le disais à l'instant, en règle générale, dans le menu crowdfunding, on ne présente pas de jeux annulés, c'est plutôt pour le suivi du menu crowdfunding qu'on fait ça. Mais pour le coup, quand une campagne est annulée 1, 2, 3 jours seulement après le début de sa campagne, eh bien évidemment, on est obligé de le traiter un petit peu dans le menu crowdfunding lui-même. Et c'est le cas ici pour Aldara, qui avait fait l'objet d'une grosse campagne de publicité avant le lancement de la campagne, et ben, ça n'a pas attiré tellement les foules pour ce jeu 90 à 180 minutes pour 3-4 joueurs, 13 ans et plus, avec des très belles miniatures, un univers de fantasy assez comment dire, assez bien développé. Visuellement, c'était plutôt bien, c'était assez présentable, dirais-je. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Et pour peut-être une raison principale, à mon avis, c'est le ticket d'entrée qui était particulièrement élevé. 225 dollars canadiens pour le jeu de base, sans les mini. Et oui, là, ça fait mal. Sans les mini, 225 dollars canadiens. Alors que vous voyez que c'est un jeu qui est vraiment très centré sur ces miniatures qui sont très très joliment réalisées, c'est vrai, mais quand même, ça faisait très très cher. Alors vous avez peut-être entrevu tout à l'heure un pledge un peu plus bas, 85 dollars canadiens, mais là c'est justement les fichiers STL seulement. Les fichiers STL, ce sont les fichiers qui vous permettent d'imprimer, si vous avez une imprimante 3D, d'imprimer toutes les miniatures que vous voyez ici à l'écran. Donc en gros, pas de jeu, juste les miniatures. Donc pour le premier pledge qui vous offrait vraiment l'opportunité de jouer au jeu, c'était donc 225 dollars canadiens. Ensuite, vous aviez 310 pour le jeu de base, 335 pour le jeu de base plus extension, mais toujours pas de mini, et ensuite 465 pour le jeu de base plus une extension, et ensuite 535 pour le jeu de base plus extension, plus les fichiers STL, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça coûtait donc très 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 cher, le ticket d'entrée était vraiment tout simplement pas abordable en fait. C'était difficilement acceptable d'avoir un ticket d'entrée aussi haut pour un projet en plus qui nous vient de Arcane Minis, qui certes s'est spécialisé dans les minis, d'où la qualité des miniatures évidemment, mais qui n'a pas fait de jeu vraisemblablement pour justifier en termes de confiance vis-à-vis de leur gameplay un bac à un niveau aussi élevé. D'ailleurs, je n'avais pas vu que c'est une compagnie qui nous vient de Corée du Sud, Corée du Sud qui a produit notamment quelques jeux intéressants l'année dernière avec Wild Serengeti, mais ce n'est pas le même éditeur, c'était Bad Comet si je me souviens bien. Cet éditeur ici, hein, Arcane Minis, avait fait uniquement des miniatures jusqu'à présent. Donc pour un premier jeu, il est difficile de leur confier, de leur donner avec toute notre confiance, toute celle nécessaire pour pouvoir se départir, se défausser de 225 dollars, même si canadiens, donc un petit peu moins cher que les dollars américains. Bref, Aldara s'est annulé. On les reverra certainement dans les mois à venir avec une offre revue, en tout cas je l'espère pour eux comme pour les backers intéressés. On commence la partie des mentions honorables avec un tout petit projet qui ne devrait pas faire parler tellement de lui, à savoir Downtown Chase pour 1 à 4 joueurs, qui est un jeu semi-coopératif pour 14 ans et plus, pour des parties de 45 à 90 minutes. Vous le voyez, bon, ça n'a pas attiré les foules. 22 contributeurs, ceci dit, ça fait partie des campagnes qui devraient malgré tout réussir à financer parce que l'objectif de financement est très très faible, 2000 dollars à peine, donc on est déjà à la moitié avec seulement 22 contributeurs, il reste 2 semaines, donc ça devrait pouvoir se faire. Bon, avec en plus des miniatures qui certes sont pas dégueulasses visuellement, reste que le jeu lui-même, bon, n'a pas grand-chose de très spécial, de vraiment, comment dirais-je, intéressant à souligner. Il n'a pas l'air non plus mauvais qu'un autre dans ce registre-là, mais bon, en tout cas, on n'en parle pas des masses, même si on a vu, vous l'avez vu peut-être ici, hein, une petite review, une petite citation
de Mark Street de la chaîne Dice Tower, quand même la plus grosse chaîne de jeux de société, qui nous fait un commentaire assez dithyrambique, comme souvent quand les commentaires apparaissent sur les campagnes Kickstarter de toute façon. Mais au-delà de ça, ça n'a pas attiré les foules. Bon, vous voyez, c'est un peu de la course-poursuite entre les différents joueurs, et c'est semi-coopératif parce qu'il faudra attraper l'un des joueurs qui incarne un personnage que l'on doit courser, ou simplement en remportant la victoire en ayant atteint les 23 points de victoire, en gros. Et c'est à peu près tout. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce petit jeu, vous le voyez. En plus, il n'y a pas de version française, donc on ne va pas non plus prendre trop de temps. Juste un petit tour du côté de les pledge levels. On a un print and play à 6 $ pour ceux qui seraient vraiment intéressés par le concept. C'est toujours sympa d'avoir un print and play, même si moi, je ne suis pas du tout féru de print and play. Les fichiers STL pour les miniatures. C'est vrai que les miniatures sont assez jolies. Alors, au-delà de la qualité, est-ce qu'elles serviraient à quelque chose si vous les prenez sans le jeu? Bon, pour la simple comment dirais-je, le simple attrait visuel, peut-être les amateurs de peinture, pourquoi pas, mais bon, au-delà de ça, c'est pas vraiment très intéressant. Et sinon, le jeu lui-même, c'est 49 $. Bon, il est pas plus vilain qu'un autre, il n'est pas non plus joli que bien d'autres, par contre. Et pour ce qui est du shipping, on est sur du 8 $ pour les États-Unis, 20 pour le Canada, et c'est à peu près tout. Donc, c'est aussi pour ça que je ne parle pas très longtemps de ce projet-là. J'en parle parce qu'il y a quand même le Canada dans le tas. Donc, bon, les francophones du Canada pourront éventuellement mettre la main dessus, mais pour la majorité des personnes qui visionnent cette vidéo actuellement, je pense que ça ne les concerne pas tellement. Donc voilà pour Downton Chase, encore 13 jours pour éventuellement aller contribuer à ce jeu si vous êtes au Canada ou si vous êtes français, francophone, aux États-Unis éventuellement. On enchaîne avec Circuitry, un autre jeu qui actuellement est à peu près au milieu de son seuil de financement. On est sur 1500 livres sur 3000, donc on est pile poil à 50%. Pour ce jeu qui vient d'Angleterre, un jeu pour 1 à 6 joueurs, 15 à 30 minutes la partie, donc des parties relativement ramassées, très courtes, pour 10 ans et plus. Et vous le voyez, ça fait très puzzle game en gros, hein. Bon, je vous apprendrai rien en regardant ça, vous pouvez très facilement le constater. C'est un jeu de puzzle spatial où il va falloir connecter différents circuits électriques en partant d'un emplacement particulier, en allant chercher un emplacement un peu plus loin, en les connectant via les différents tissus, enfin les différents circuits mécaniques que vous voyez ici. Bon, rien de très particulier, ça peut être assez sympa si on est fan justement de ce genre de puzzle un petit peu mécanique, de puzzle un peu spatial également. Bon, rien de très particulier à en dire là encore. Si vous êtes amateur du genre, ça peut être assez sympa. C'est pas spécialement vilain, c'est assez propre, dirais-je. C'est pas non plus joli, mais c'est propre, c'est fonctionnel, sans être tout à fait hideux non plus. Donc, pourquoi pas, après tout. Pour ce qui est des pledges, je ne l'ai pas vu, donc on va passer directement ici. On a un pledge à 19 livres pour une copie du jeu en format physique, bien entendu. Donc 19 livres, ça fera environ 23-24 €. Et sinon, on a aussi un pledge à 35 livres pour 2 copies du jeu, et économiser un petit peu sur les frais de port et également le prix, puisqu'à l'unité 19, ça devrait faire 38, et là, ça fait 35, donc petite réduction de prix. Ou si vraiment, si vous êtes entouré de matheux dans votre coin, dans votre groupe de joueurs, il y a aussi un pledge pour en obtenir 3 copies à 50 livres, donc encore une fois, une petite ristourne qui vous permet de l'obtenir à moindre frais. Pour ce qui est des frais de port, justement, alors les frais de port, c'est 6 livres pour les résidents des Royaume-Uni, et sinon c'est 12 livres pour l'Europe, 17 pour le reste du monde. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Circuitry. Pas spécialement très intéressant, je pense, pour la majorité d'entre vous, d'autant plus qu'il n'y a pas de version française, mais ça pourrait quand même intéresser, aller titiller les esprits amateurs de puzzle spatial. Donc Circuitry, 67 contributeurs, il reste 2 semaines et demie pour se faire une idée, et on a déjà la moitié du chemin de parcouru. On continue avec Starship Interstellar, le premier projet francophone de cette semaine, avec 571 contributeurs, 60 000 € d'engrangés déjà pour ce projet qui nous vient d'Italie, avec 18 jours de campagne restants. C'est un projet pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 150 minutes, donc des parties relativement longues, hein, quand même 2h30 de partie. Même si vous pouvez le jouer en solo, j'imagine que dans ce cas, c'est peut-être un petit peu plus court, fort heureusement. En tout cas, j'imagine, j'ose espérer. C'est un projet, bon, vous voyez ici sur la boîte, et de toute façon par le nom lui-même, Starship Interstellar, c'est un jeu qui
parmi les très nombreux jeux de ce type, vous propose de l'exploration à travers l'espace, à travers l'univers et son étendue interstellaire. Bref, vous êtes en 2357, le Soleil eh bien, souffre le martyre parce que nous avons développé une technologie qui nous permet d'en retirer des bénéfices et du coup, ben, on le, comment dirais-je, on le précipite vers ben, la mort, hein, tout simplement, et ça, c'est pas très très bon pour nous, bien évidemment, vous vous en doutez. Si le soleil s'éteint, pour nous, c'est pas génial. Donc, on va évidemment chercher à sauver ce qui peut être sauvé de l'humanité. Une partie de l'humanité va être emportée sur un vaisseau spatial à la recherche d'une exoplanète dans un système lointain. Tout le monde ne pourra pas être sauvé, bien évidemment, et vous allez donc chercher avec vos différents vaisseaux, puisqu'en fait chacun des joueurs va représenter, comment dirais-je, une nation ou un groupement de nations, disons, et va essayer en fait de faire le mieux pour sauver une partie de l'humanité. Et celui qui aura fait de son mieux de ce point de vue-là, eh bien remportera la partie, ce qui ne veut pas dire que les autres vont lâchement laisser tous les passagers mourir lamentablement, bien évidemment, mais il y a quand même une question de victoire au final, bien évidemment, celui qui aura le plus contribué un petit peu en fait, à la façon d'un terraforming Mars. En fait, tout le monde va participer au projet commun, mais une seule personne autour de la table va l'emporter parce qu'il aura plus contribué que les autres. Bref, je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, version française disponible pour un jeu qui vous propose un ticket d'entrée à 89 € pour le Pledge Explorer. Alors, vous voyez un petit peu la présence que ça peut avoir sur la table. Bon, c'est très très similaire à ce qu'on a déjà vu en termes de jeux d'exploration à travers l'univers, bien évidemment. Donc quelque chose d'assez, comment dirais-je, sobre, mais assez sympa à l'œil, c'est assez agréable. Ça devrait avoir une belle présence sur la table, j'imagine. Après, c'est pas non plus hyper fouillé, ils ne sont pas non plus creusés sous pierre outre mesure pour pondre une DA de ce genre-là, mais ça fait toujours le job. Ensuite, on a tout un tas de mécanismes, pas du tout, de matériel, y compris donc des cartes, des tuiles, des cubes en bois. Bon, on est quand même plus sur de l'Eurogame a priori. Et également des plateaux individuels pour cacher les ressources qui se trouvent derrière, bien évidemment. Et vous avez un petit peu aussi comment dirais-je, les drapeaux de chacune des nations ou des groupements de nations, puisqu'il y a l'Union européenne apparemment, que vous pourrez incarner. Ensuite, il y aura également quelques petites miniatures et des pions. Donc, bon, les pions, c'est très très basique. Est-ce qu'ils resteront comme ça ad vitam aeternam? Peut-être pas. Enfin, ça jure un petit peu quand on compare avec les miniatures. Ça fait toujours un petit peu bizarre d'avoir ces deux facteurs présents l'un à côté de l'autre. Mais bon, pourquoi pas après tout. On a un pledge un petit peu amélioré à 115 € dans lequel vous retrouverez l'ensemble de ce que vous avez déjà vu dans le Pledge Explorer, ce à quoi vous allez ajouter des planètes en plastique, puisque vous allez progresser à travers notre propre galaxie. Donc, vous allez passer au-delà de Mercure, Vénus, Mars, la Terre, etc. Et vous pourrez aller, bon, entre guillemets, brancher, attacher vos vaisseaux dessus pour un aspect visuel pas fantastique, soyons honnêtes. L'idée est pas mauvaise en soi, mais la représentation visuelle, ça ne vend pas spécialement du rêve. Mais bon, pourquoi pas. C'est quand même une idée intéressante. Les stretch goals, on passera de toute façon dessus sur le suivi du menu crowdfunding, mais sachez que d'ores et déjà, les cubes ont été améliorés pour faire de l'acrylique, un petit peu plus joli. Et puis, il y a aussi un solo mode, un mode solo, ça c'est quand même un peu plus intéressant. Et puis, je pense que tout ça va être amélioré, notamment en termes de matériel, puisque vous l'avez vu de toute façon, hein, le projet est d'ores et déjà financé avec 570 contributeurs et 60 000 € sur 40 000 nécessaires. Donc là, on est passé au stade des stretch goals qui vont venir améliorer le matériel, peut-être aussi améliorer un petit peu comment dirais-je, la rejouabilité via des ajouts de cartes, etc. etc. Ensuite, vous avez des petits ajouts par-ci par-là, comme le Governative Probe pour 5 €, qui ajoute une petite miniature supplémentaire. Bon, pas très très important, mais pourquoi pas. Par contre, pour 49 €, vous pouvez également mettre la main sur un insert en bois, j'ai l'impression que c'est du bois, qui est du plus bel effet. C'est vrai que c'est très bien réalisé a priori, mais quand même 50 € d'ajout sur un jeu qui en coûte 89, bon, ça pique un petit peu quand même, soyons honnêtes. Alors vous aurez plusieurs phases d'action, on ne va pas trop rentrer dans le détail puisque ça reste une mention honorable que je présente comme ça en passant, mais sans parler non plus trop du projet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une version française, donc ça pourrait en intéresser pas mal. Je sais qu'en plus la thématique de l'espace, des voyages à travers l'espace, est une thématique assez porteuse dans le monde du ludiste, en fait, hein, du jeu de société, même si moi, ce n'est pas une thématique qui m'intéresse outre mesure. Et bon, vous aurez une phase d'action avec de l'extraction solaire, vous pourrez donc tirer des bénéfices de la puissance du soleil, mais en même temps, c'est ça qui fait courir à sa perte l'humanité, puisque c'est ça qui provoque l'extinction progressive du soleil dont on a pourtant besoin.
mais ce sera une fatalité, vous ne pourrez pas y échapper de toute façon, donc il faudra essayer d'en bénéficier le mieux possible avant qu'il ne s'éteigne totalement. Il y aura ensuite une phase de recherche technologique où vous pourrez essayer de débloquer de nouvelles technologies qui vous permettront par la suite de mieux comment dire, sauver une partie de l'humanité. Ensuite, il y aura une phase de production planétaire, hein, vous retirerez des ressources que vous devrez ensuite gérer du mieux possible pour faire survivre un maximum de personnes, bien évidemment. Une phase de voyage à travers l'espace, à travers le système solaire, pardon. Une phase de marché où vous pourrez également acheter des ressources ou les vendre d'ailleurs à un marché commun. Ensuite, une phase de salvation, une phase de sauvetage, pourrait-on dire. Vous allez essayer de construire un mécanisme pour améliorer le vaisseau mère, en gros. Ensuite, envoyer des représentants, des politiciens, en fait, pour qu'ils exercent une sorte d'influence pour votre nation, pour qu'ils gagnent plus de points de, comment dirais-je, de popularité, enfin de prestige, disons. Et ensuite, une phase de, enfin, pas une phase, mais au sein de cette phase, comment dirais-je, une facette de sauvetage de la population véritablement, hein, c'est un peu la thématique du jeu lui-même. Vous allez sauver un maximum de population en cryogénisant les dites personnes pour qu'elles puissent survivre au voyage. Bien évidemment, vous vous doutez, c'est pas la porte à côté le truc. Et puis ensuite, Advance the Probe, là j'ai oublié de lire ce petit passage, donc ma foi, on va passer ça à la trappe. Et il y aura ensuite une phase de gouvernement où les politiciens exerceront leur influence. Vous pouvez d'ores et déjà lire comment dirais-je, le livret de règles en anglais ou en italien, si vous êtes italophone, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi essayer le jeu sur Tabletop Simulator si ça vous dit. Tout un tas de petites reviews par-ci par-là, mais je ne crois pas en avoir vu en français. Donc on passe directement au shipping. Le shipping pour l'Europe, c'est du 19 €. Bon, ça reste de l'ordre de l'habituel, disons. Pour nous qui sommes en Asie, ce serait du 29 €, ou un petit peu plus cher, bien évidemment, mais ça reste encore à peu près, disons, classique. Pour ce qui est de la TVA, je n'ai pas souvenir d'avoir vu de mention à ce propos, donc je ne saurais trop que vous dire. A priori, si ce n'est pas mentionné, j'aurais tendance à penser que ce sera ajouté dans le pledge, enfin dans le pledge manager, mais sans certitude là-dessus, puisque je n'ai pas vu de mention faite sur la TVA. Ma foi, c'est à peu près tout pour Starship Interstellar, un jeu qui a l'air relativement intéressant. Même moi, qui ne suis pas un grand fan de la thématique, je trouve ça assez sympa. Il y a tout un tas de mécanismes qui viennent s'embrancher les uns avec les autres, et ça pourrait être assez sympa au final. 18 jours avant la fin de la campagne, vous avez largement le temps de vous pencher sur le sujet. En tout cas, 570 contributeurs sont déjà convaincus et ont accumulé 60 000 €. À tous les amateurs de draft, de placement de tuiles et de set collection, Tank Garden est de retour avec une dernière extension, une dernière large extension si l'on en croit l'éditeur. C'est la dernière dans le sens bien évidemment chronologique, mais également apparemment la dernière, il n'y en aura pas d'autre derrière. Celle-ci est intitulée Tank Garden Seasons. Alors vous le voyez comme d'habitude avec Tank Garden, hein, parce que si vous connaissez le jeu d'origine, l'ADA est toujours à tomber par terre. Je sais d'ailleurs que je vous parlais tout à l'heure de la vidéo, enfin la chaîne YouTube Crash Test Maple, dont l'animateur principal est Nico. Il est assez fan de Tank Garden, donc voilà, Nico, si tu nous regardes, petit coucou à toi. Est-ce que tu vas backer? Dis-nous ce que tu en penses de cette nouvelle extension qui nous rapporte différents petits modules et différents nouveaux ajouts en termes de gameplay. Ça a l'air d'être relativement intéressant pour les gens qui apprécient Tank Garden. J'avoue que visuellement, c'est toujours aussi agréable à l'œil, même si je me pose toujours un petit peu la question, n'ayant jamais essayé de jouer à Tank Garden jusqu'à présent, est-ce que finalement toutes ces petites, pas miniatures, mais les standees ne gênent pas finalement la lisibilité du jeu? Vous me direz si vous avez testé Tank Garden ce que vous en pensez, mais je me demande si après quelques parties, une fois que bon l'aspect waouh visuel est passé, est-ce qu'on joue pas simplement sans ces trucs-là en fait? Je me demande, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 60 minutes la partie, donc des parties assez rapides, assez faciles à sortir du coup, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour les joueurs qui ont un petit peu moins de temps et qui voudraient se contenter de jeux assez simples à sortir. Ça a l'air d'être le cas. Quoique, si on sort absolument tout le matériel avec les petites standees, etc., c'est très joli, mais c'est peut-être un petit peu plus chiant à installer et à ranger. Bref, n'ayant jamais joué au jeu, je ne peux pas vous dire grand-chose de concret sur les modules, mais bien évidemment, par contre, soulignons que le jeu est encore une fois présent en français. Donc, si vous êtes un petit peu récalcitrant à l'anglais, à l'italien et aux autres langues, parce que je crois que ça vient d'Espagne, c'est ça, je pensais Italie ou Espagne, ça vient d'Espagne. Si vous n'êtes pas hispanophone, vous pouvez quand même prendre le jeu en français. Et également, gros point à souligner également, en leur faveur d'ailleurs, la TVA est incluse dans le prix du Pledge Levels. Donc ça, c'est aussi quand même un gros plus à souligner.
ils font un geste vers vous, donc c'est quand même vachement agréable ces temps-ci d'avoir la TVA incluse, même si bon, ça va peut-être monter un tout petit peu le prix aussi, hein, c'est inclus, mais c'est ajouté en fait, indirectement quand même dans le prix de revient de l'extension bien évidemment. L'extension justement, elle vous coûtera 45 €. Elle vient ajouter, vous le voyez ici, 6 nouvelles façons de construire votre jardin impérial. Donc, de nouveaux mécanismes. Ici, vous avez l'automne avec, une petite miniature, avec, des jardins de bambou, donc des bambouseraies. On a également des petits oiseaux. On a une nouvelle tuile de départ également. On a un plateau dans lequel vous pourrez aussi, ajouter des petits, cubes rouges. C'est pas un plateau de double épaisseur, mais disons qu'il a des trous pour pouvoir accueillir justement ces petits cubes. Ensuite, on a aussi des petites feuilles avec une finition foil un petit peu brillante qui ont l'air d'être très joliment réalisées, ainsi que des petits sacs. On a ensuite le module hivernal avec un plateau supplémentaire de palais intérieur assez joli. Ensuite, des cartes supplémentaires pour les décorations de toit, des petits meeples, enfin des petits meeples de dragon en fait, qui ont l'air d'être assez joliment réalisés là encore, une miniature de plus, et puis les toits du palais qui sont composés de 16 tuiles. On a ensuite le printemps avec des paysages nocturnes très très joliment réalisés. La DA est toujours à tomber de toute façon dans Tank Garden. Une miniature supplémentaire avec le Vanquisher of Ghosts. Ensuite, des petites tuiles de combo apparemment, d'action de comboté. Des décorations de lanternes, là encore une fois très 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 jolies. Et puis enfin l'été avec la miniature d'une actrice, des petites tuiles d'action, de combo, etc. supplémentaires. Des petits standees supplémentaires également, des points d'observation, j'ai l'impression, des petits meeples, et ensuite on a aussi, ce qui n'est pas une saison ici, mais l'équinoxe, avec des pagodes, encore une fois, des trucs qui vont potentiellement gêner un petit peu la lisibilité du jeu, mais qui claquent visuellement parlant, ça c'est sûr. Et puis encore de nouvelles tuiles aussi pour construire votre jardin, ainsi que des décorations pour les pagodes que vous avez vues précédemment, des meeples, des petites pistes de scoring, j'ai l'impression également. Et on finit par le solstice, celui-ci qui s'accompagne également de nouveaux plateaux, un par joueur apparemment, mais également de plateaux individuels de scoring. Et puis ensuite, vous avez toute une ribambelle de cartes et les petits socles pour les miniatures également, de nouvelles cartes, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment de gros ajouts. C'est une grosse extension qui vient ajouter différents petits modules. Est-ce qu'ils sont intégrables séparément ou tous en même temps? Là, par contre, je ne me suis pas trop penché sur le sujet. Mais en tout cas, bien évidemment, Tank Garden, c'est toujours aussi joli. Et rien que pour ça, je suis intrigué par le projet. Déjà, la première fois, quand il était apparu sur Kickstarter, c'était le cas. Mais là, bon, je ne pense pas à les baquer. C'est un jeu qui ne m'intéresse pas suffisamment en termes de gameplay et même d'ailleurs d'univers, de thématique. Mais visuellement, qu'est-ce que ça claque! Ensuite, vous avez un pledge qui vous permet bien évidemment de rattraper le temps perdu si vous êtes passé à travers les mailles du filet de Tank Garden la première fois. En fait, vous pouvez l'obtenir désormais en combinaison avec cette nouvelle extension de Seasons pour 85 €. Donc le jeu de base plus l'extension Seasons. Ensuite, pour 160 €, ça commence à faire très cher, pour avoir l'intégrale de tout ce qui est sorti de Tank Garden, sauf, attention, le jeu de base, puisque si vous voulez l'intégrale de toutes les extensions présentes ici, plus le jeu de base, c'est 190 €. Et là, ça commence à faire très cher pour le jeu de base et ses 3 extensions, plus un game trace, certes, plus bah, tout le matériel, bien évidemment, que vous avez précédemment vu, mais ça fait quand même très très cher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de miniatures uniques, hein, elles sont toutes uniques, j'ai l'impression. L'ADA est à tomber par terre, les standees sont très jolis. Bon, certes, mais la totale pour 190 € sur un seul jeu qui n'est pas un jeu heavy non plus, au-delà de l'aspect matériel, là oui c'est heavy, mais bon, ça me semble quand même être un petit peu cher, surtout que tous ces trucs-là, j'ai l'impression que ça va peut-être plus gêner qu'autre chose la lisibilité du jeu. Donc bon, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez déjà joué. Je sais que Nico justement de Crash Test Meeple est assez fan du jeu. Si tu passes par là, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cette nouvelle extension Seasons et ces différentes saisons qui viennent s'ajouter au jeu bah, sont susceptibles de vous faire basculer vers un nouveau bac? Pour les frais de port, quand même rapidement, on va aller voir ça, puisque lors de la dernière apparition du jeu sur Kickstarter, les frais de port n'étaient pas encore totalement pétés comme ils le sont désormais, donc on va voir comment ça a évolué. Alors, pour la zone A, dans laquelle se trouve la France, la Belgique par exemple, on est sur du 14 € seulement pour l'extension, attention. Et si vous prenez l'extension plus le jeu de base, c'est 18 €. Et là, si vous voulez absolument tout, parce que vous n'avez rien pour l'instant de Tank Garden, mais que vous êtes vraiment attiré, c'est 20 €. Bon, après tout, en termes de matériel, c'est assez lourd. Donc 20 €, ça ne me semble pas être
totalement fou, disons. Donc pourquoi pas. Par contre, nous qui sommes au Japon, on est dans la dernière zone, ça va piquer ça, hein. 36, 38, 40, 40, ouais, effectivement, ça fait quand même très, très cher. Mais bon, nous, encore une fois, on n'a pas la TVA pour l'instant. On croise les doigts. La TVA, j'étais en train de la chercher, mais on l'a déjà vu en début de campagne, elle est déjà ajoutée, dans le prix de base. Donc ça, c'est aussi un gros plus à mettre à leur actif. Voilà pour Tank Garden et cette nouvelle et dernière extension avec déjà 4 451 contributeurs. C'est un très très joli succès, d'autant plus qu'il reste 20 jours avant la fin de la campagne pour Thundergriff Games, qui nous vient donc d'Espagne, et il reste 3 semaines pour se pencher sur le sujet. On devrait largement aller chercher les 7 500 contributeurs, j'ai l'impression. Peut-être pas aller chercher le million quand même, mais peut-être bien 600 700 000 € d'ici la fin de la campagne. Donc très très jolie réussite pour Tank Garden et cette dernière extension. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu sur les chats. Ben voilà, il fallait bien que ça arrive. Way Too Many Cats. 1 à 6 joueurs, 45 à 60 minutes la partie, pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement familial, qui a déjà attiré 306 contributeurs, ce qui n'est, ceci dit, pas encore suffisant, puisque le jeu a besoin de 15 000 $ pour être financé, et qu'on est actuellement à 12 000 $. Donc ça devrait quand même assez largement se faire. Ça devrait faire un assez joli résultat, comme souvent avec les chats. On va peut-être aller chercher un peu moins de 1000 contributeurs quand même, mais je pense qu'on ira certainement vers les 750, 800, voire peut-être un peu plus. Alors vous le voyez déjà ici, en fait, hein, le jeu vous propose concrètement un, comment dirais-je, un set collection, un tableau building, une construction de tableau. Vous devrez en fait construire votre petit refuge de chat et vous occuper le mieux possible d'eux afin qu'ils soient heureux et qu'ils soient ensuite adoptés par de gentilles personnes qui voudraient leur bonheur, en fait, tout simplement. Bon, visuellement, c'est très, très enfantin, hein, vous vous en doutiez un petit peu quand on parle de thématique de chat, c'est souvent assez le cas, hein. C'est assez souvent le cas, pardon. On aura donc ici des cartes de chat qu'on ira poser au sein de ce petit refuge. Et ensuite, il y aura aussi des jouets. Il faudra donner des jouets à certains chats et pas à d'autres qui apprécieront moins le jouet en question pour qu'ils soient le plus heureux possible. Il faudra aussi les nourrir. Et puis, au final, celui qui aura le plus beau plateau, disons, le plateau le plus heureux, fourni de chats les plus heureux possibles. Mais pas trop quand même, parce que s'ils sont trop heureux, ils vont faire plein de petits chatons et ce sera la surpopulation, et du coup, c'est pas forcément très positif non plus. Donc, il faudra contrôler un peu le bonheur de nos chats, qui devra être bien évidemment élevé, mais pas trop, pour pas que ça devienne non plus le dawa chez les chatons. Bon, on va pas en parler plus que ça, c'est pas un jeu qui m'attire particulièrement de mon côté, et en plus de ça, pas de français pour cette campagne. Il y a déjà une extension alors que le jeu fait à peine son apparition. Bon, pourquoi pas, après tout. Passons directement aux pledge levels. Ils sont ici, 29 $ pour le prix, le ticket d'entrée, disons, hein, le prix du jeu de base, en fait, tout simplement. Ensuite, 49 $, donc vous ajoutez 20 $ au pledge de base pour obtenir la petite extension Way Too Many Grey Cats, beaucoup trop de chats gris, bon, allez savoir pourquoi, plus un playmat. Alors, est-ce que ce type de jeu a vraiment besoin d'un playmat? J'aurais envie de dire non, mais bon, après tout, pourquoi pas. Ceci dit, un petit truc que je n'ai pas mentionné, je le vois ici sur le plateau, il y a quand même un mécanisme assez intéressant. En fait, vous pourrez aller chercher en début de tour soit une carte plus le token qui est là forcément, soit le deuxième type de carte, enfin bref, il y aura une sélection entre les différentes piles que vous voyez ici, des 3 piles, par exemple une carte plus 3 jetons, ou 2 cartes plus 1 jeton, etc. Enfin bref, il y a des choix à faire assez intéressants dans la sélection des chats et des objets, des jouets à leur donner, etc., qui peut être pas tout à fait dégueu. Donc voilà, même si le jeu m'attire absolument pas, ça peut être quand même à noter. Et ensuite, il y a aussi un pledge à 200 $. Bien évidemment, il ne pouvait pas se passer d'aller chercher un pledge de ce niveau-là, qui vous permet d'inclure votre chat dans le jeu, bien évidemment. Donc, c'est 200 $ pour mettre votre chat dans le jeu, ainsi que 2 jeux de base, 2 extensions et 2 playmats. Donc, en gros, 2 pledges à 50 $, donc ça vous fait 100 $ en gros, plus 100 $ pour pouvoir mettre votre chat à l'intérieur. Ça fait quand même un petit peu chéro, mais bon, ça fait partie de ces nombreux pledges que moi j'appelle les pledges mécénat, en gros. Pour le shipping, 9 $ pour les États-Unis, et pour tout le reste du monde, c'est 12 $. C'est pas spécialement très 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 cher. Juste pour la TVA, je ne crois pas non plus avoir vu de mention. On va quand même faire une petite recherche VAT. Ben non, ma foi, je ne vois pas de mention de la VAT. Donc, a priori, les frais de, comment dire, de TVA, soit est déjà incluse, soit on ne le sait pas, mais pour l'instant, ben, on n'en saura pas plus.
On attendra peut-être la suite de la campagne pour en avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Mais bon, a priori, j'aurais envie de dire que la TVA n'est pas incluse et qu'il faudra certainement l'ajouter dans le Pledge Manager. Sinon, en général, quand ils l'incluent eux-mêmes dans leur pledge de base, c'est généralement mentionné, ce qui n'est pas le cas ici. Way Too Many Cats, 306 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne, ça va financer très certainement, puisqu'on est déjà à 12 000 $ d'engrangés. On continue avec Fantasy Commander, un jeu de guerre dans un univers de fantasy, d'épique fantasy devrais-je plutôt dire, qui a déjà attiré 245 contributeurs et qui a déjà engrangé 33 000 $. Ça fait beaucoup avec si peu de contributeurs, mais c'est aussi parce que les miniatures sont magnifiques et il y en a un paquet. On est clairement sur un jeu avec du kilo plastique. Alors, petit point aussi à soulever, sans vouloir tomber dans le cynisme, petit truc auquel il faudrait peut-être faire attention avant de baquer aveuglément. C'est un projet qui nous vient d'Ukraine. Bon, vous connaissez maintenant la situation en Ukraine ces derniers jours. Est-ce que ça pourrait peut-être impacter la campagne et les gens qui mènent cette campagne, à savoir Legends of Signum? C'est pas totalement exclu, c'est pas totalement impossible. Donc, vraiment, encore une fois, sans vouloir tomber dans le cynisme, soyez peut-être un peu prudent. Je ne sais pas si ça peut vraiment être mené à bien. Est-ce que ça pourra être impacté par ce qui se passe là-bas actuellement? Est-ce que ça pourra se passer sans trop d'accro? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, ça a l'air de tenir le coup, pas de problème. Mais qu'en sera-t-il dans une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois? On verra. Mais en tout cas, jeu de confrontation, donc sur, vous le voyez, un grand terrain composé de tuiles hexagonales qu'on voit à peine ici. Je vais essayer de trouver ça de manière un peu plus visible. Vous avez un aperçu sur les différentes miniatures. Elles sont toutes très, très, très joliment réalisées. Le bestiaire est assez varié. En gros, c'est une opposition entre, comment dirais-je, des monstres sortis de nulle part à travers une dimension alternative, etc. et un royaume d'humains, disons, composé de valeureux combattants qui vont bien évidemment chercher à sauver leur royaume et toute l'humanité. Enfin, bref, si c'est l'humanité, en vrai, tout, je ne sais pas. Bref, je devais trouver normalement les tuiles hexagonales pour vous représenter un petit peu mieux le terrain, mais j'avoue que j'arrive pas à le trouver de manière efficace. Donc peut-être que aussi, c'est qu'il aurait fallu que ce soit un peu plus clairement explicité dans la campagne, hein. C'est pas que ma faute non plus, hein. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de retourner un peu plus haut pour vous montrer d'abord les pledges. C'est aussi ça le plus important. Alors, le pledge de base, il est ici à 49 $, mais vous le voyez, pas de miniature, pas de stretch goal non plus. Donc, c'est vraiment l'ossature du jeu. Mais c'est vrai que pour un jeu qui s'accompagne de si belles miniatures, ce serait quand même dommage de se priver. Donc, du coup, on va plutôt aller chercher l'édition collector à 109 $. Et c'est aussi pour ça, je pense, que le jeu démarre assez lentement malgré tout. Parce que même si le jeu peut être intriguant, peut être intéressant, c'est quand même très très cher pour le pledge entre guillemets de base à 110 $, parce que le vrai pledge de base à 49 est peut-être pas si intéressant que ça compte tenu de ce que propose le jeu. On a aussi un all-in, le Fantasy Commander, qui là coûte un petit peu plus cher, 179 €, mais qui vient ajouter encore plus de matos. Et ensuite, pour ce jeu, vous avez aussi un tas de add-ons dans tous les sens, que ce soit pour l'Empire de Iron Nest, qui est donc l'Empire des humains, enfin des représentants de la région, disons, avec des légionnaires, avec des chevaliers dans tous les sens, et tout ça vient ajouter en plus, bien évidemment. Sauf si vous prenez le all-in, j'imagine, là ce sera vraiment avec toutes les miniatures déjà présentes. Bref, vous aurez aussi la même chose du côté de Styx Undead Empire, donc ces morts vivants et tout ce qui s'ensuit qui viennent attaquer la région, avec donc des zombies, des cavaliers morts vivants, etc., des Dark Nosferatu, même des vampires, donc, hein, etc., etc. Donc ça peut faire assez rapidement monter le prix aussi, hein, attention à ça. Mais bon, vous l'avez vu de toute façon tout à l'heure avec le all-in, ça peut monter assez rapidement pour des prix assez chers. Mais bon, c'est souvent le cas pour les jeux qui sont composés en grande partie de miniatures, même s'il y a l'air d'avoir un truc assez sympa en termes de gameplay. Bon, c'est de la confrontation, rien de très original là-dessus, c'est vrai, mais il s'accompagne aussi de différents scénarios pour du mode solo, par exemple. Donc, pour les amateurs du genre, ça peut être assez sympa, notamment pour les amateurs de peinture aussi, puisque vous le voyez, les miniatures sont quand même très très jolies. Alors, les frais de port, rapidement, on va essayer de les trouver. C'est ici. Shipping cost, ok. D'accord, ce sera dans le Pledge Manager. Dans le Pledge Manager, qu'ils vous dévoileront les frais de port. Ça aussi, c'est un gros, gros, gros repoussoir pour les backers. N'avoir absolument aucune estimation des frais de port,
disons que c'est plus un repoussoir qu'autre chose parce que, vous pouvez backer maintenant, débourser vos, disons, 100 $ sur le pledge entre guillemets «de base» avec miniature et puis, dans le pledge manager d'ici 3-4 mois, on vous dit: «Ben, bah, aussi pour recevoir le jeu, les frais de port, c'est 70 $ et vous pourrez plus faire grand chose. Donc, c'est vrai que ça, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles, le jeu ne démarre pas tant que ça, malgré des miniatures de très belles de très bonne facture. Donc voilà pour Fantasy Commander, 245 contributeurs à 21 jours de la fin de la campagne et quand même largement financé avec 33 000 $. Mais attention quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous vient d'Ukraine. Est-ce que ça va bien se passer? Bon, je l'espère pour eux. Mais bon, on verra bien. Fantasy Commander. Alors, je vous le disais en début de vidéo, lorsque je présentais les résultats du sondage de la semaine, j'étais assez déçu de voir que Ahau, ou je ne sais pas comment ça se prononce, mais j'imagine que ça se prononce Ahau, était dernier avec 0 voix. Et pourtant, ça me semble être un des projets intéressants de la semaine, que je suis depuis, je crois, septembre dernier. Il a l'air assez sympa. En plus, il mêle la construction de moteurs, dirais-je, et puis également du placement d'ouvriers, du engine building, un petit peu de déplacement sur la carte, etc. Donc pas mal de mécanismes sympatoches. Et pourtant, ça attire pas les foules, en tout cas, dans la sphère francophone, parce que finalement la campagne, elle, se porte plutôt bien avec 843 contributeurs. Il reste 3 semaines éventuellement pour s'intéresser au projet, qui a quand même déjà engrangé 47 000 $. Donc, ma foi, ça se passe plutôt bien, mais par contre en France, ça a pas l'air de prendre des masses. Donc, un jeu pour 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, donc avec un mode solo, et des parties de 90 à 120 minutes. Donc un jeu assez lourd, assez long, mais qui a l'air, ceci dit, assez sympatoche, hein, comme une bonne petite bouteille de rosé. Alors, What is a How? C'est un jeu de Euro-Améri, donc en gros un hybride de jeu Euro et de jeu Ameritrash, en gros, qui combine différents éléments classiques de Eurogame, à savoir du placement d'ouvriers par exemple, ainsi que de la gestion de ressources, mais également avec un système tout à fait nouveau et révolutionnaire, comme nous présentent toutes les campagnes qui semblent présenter un truc un petit peu nouveau, une petite redite, mais légèrement modifiée de ce qui se fait déjà. Bref, un truc complètement révolutionnaire en termes de engine building, donc de construction de moteurs et de combat pour les zones d'ouvriers. Ça, par contre, c'est assez intéressant puisqu'effectivement, vous devrez essayer de conquérir différentes zones pour pouvoir ensuite les utiliser en y apposant des ouvriers. Et ça, c'est assez sympa. Généralement, dans beaucoup de jeux d'ouvriers, les espaces d'ouvriers sont déjà définis à l'avance. Effectivement, vous ne pouvez pas forcément y aller si quelqu'un y est déjà, mais par contre, il n'y a pas forcément de lutte de territoire. Ça existe certainement déjà, je ne connais pas forcément tous les jeux du genre, mais je trouve que c'est comment dire, une approche assez intéressante du mécanisme d'ouvrier et de celui de conquête. Ensuite, le pledge de base, vous le voyez ici, c'est du 65 $. Alors vous le voyez, il n'y a pas des masses de matériel, mais du coup, le prix n'est pas complètement pété non plus. Les stretch goals, on en parlera bien plus tard, bien évidemment. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte? Bien évidemment, eh bien, vous allez voir différents personnages. Vous pourrez incarner 5, je crois, personnages, hein. Oui, c'est ça. 5 personnages disponibles qui seront légèrement asymétriques, ainsi que leur plateau individuel, leur carte individuelle, hein. Certains semblent avoir des cartes différentes des autres. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est juste une impression visuelle? Je pense que pour le coup, c'est juste une impression visuelle, mais je me trompe peut-être. Ensuite, vous avez un grand plateau double face, apparemment, peut-être pour pouvoir jouer selon différents nombres de joueurs, par exemple, ou peut-être le mode solo sur une seule face et les autres modes de jeu sur une autre. En tout cas, la carte est plutôt jolie, là encore, hein, c'est assez bien foutu. Visuellement, c'est pas mal du tout en termes de direction artistique également. Les tuiles sont plutôt pas mal. Il y aura aussi des armes à utiliser, des sites de production de ressources, et puis également des tuiles de cité avec des pouvoirs de dieu. Vous pourrez aller, comment dirais-je, invoquer des pouvoirs de dieu pour utiliser leurs bénéfices, en gros. Ensuite, les cartes de rôle, avec chacun des 6 et non des 5, des 6 leaders disponibles ici, qui, vous le voyez, auront chacun un effet un petit peu différent, donc une légère asymétrie selon le rôle que vous allez choisir en début de partie. Ensuite, il y aura un petit sachet pour aller mettre toutes les tuiles, donc j'imagine qu'il y aura une sorte de backbuilding, en gros, hein, ou de pioche au sein d'un sac avec un petit peu d'aléatoire là-dedans. Ensuite, des pyramides de temples pour les dieux, justement. Le petit Why Back Now, donc pour l'avoir un petit peu moins cher plutôt que les autres, avec des exclusivités, etc. Rien de très inhabituel là-dedans, bien évidemment. Pour ce qui est des langues, alors on a l'anglais qui est disponible, l'espagnol également. Allez savoir pourquoi le hongrois.
à moins qu'il se soit trompé de sens pour l'Italie, je ne sais pas. Pour l'instant, pas encore le français, mais ça pourrait venir. Alors par contre, un truc assez bizarre, c'est qu'ils vont dévoiler de nouvelles langues à mesure que les stretch goals, enfin que les stretch goals évoluent, qu'ils accumulent de plus en plus d'argent. Et donc le prochain palier, je crois que c'était 50 000 $ si je ne me trompe pas, peut-être que je suis déjà passé au-delà, pour aller chercher la langue allemande, il me semble. Voilà, c'est ça, 50 000 $ pour la version allemande. Heu, mais c'est pas fonction du nombre de backers allemands, en fait, par exemple, on pourra franchir 5 000 $ de palier pour atteindre l'édition allemande sans qu'un seul nouveau, backer allemand n'ait rejoint la campagne. C'est assez bizarre. De débloquer des langues, dans les stretch goals, c'est assez bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, vous avez une vidéo ici, de la Société des Jeux, donc Martin qui vous a fait une petite, vidéo me semble-t-il, sur le sujet. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de détails concernant Ahau, ça peut être le moyen, de vous faire une meilleure idée. Ensuite, il y avait aussi tout un how to play que vous voyez ici avec la phase de mouvement, la phase de conflit avec les autres, comment dirais-je, les autres civilisations mayas qui vous entourent, la sélection de tuiles et ensuite la phase d'action avec du placement d'ouvriers, l'invocation de déités, donc de divinités qui vous octroieront différents bénéfices et ensuite la phase de production, la phase de construction de votre pyramide, et c'est à peu près tout. Donc vous voyez qu'il y a différents mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns avec les autres, du placement d'ouvriers, du contrôle de territoire un petit peu, de la gestion de ressources, et puis une construction de moteurs. Donc tous des mécanismes que j'aime beaucoup, ma foi, même si aujourd'hui les GIFs ne le montrent pas parce qu'ils ne chargent pas très bien visiblement. Voilà, ça commence à charger, ça y est. Vous pouvez avoir un petit aperçu de ce que ça peut proposer en termes de déroulement de partie. Moi, je trouve que ça a l'air d'être un jeu vraiment très sympatoche sur le papier. Alors, il tombe dans une semaine, pas forcément facile avec des jeux un peu plus intéressants sur le papier en tout cas, mais j'aime bien ce que semble pouvoir proposer Ahau. Donc je vous encourage, vivement à aller regarder la vidéo réalisée, par, Martin Montreuil de la Société des Jeux pour en avoir une idée un petit peu plus nette peut-être. Ensuite, on va passer directement aux frais de port ainsi que les add-ons que je n'avais pas vus. D'abord le prix de base, est-ce que je l'avais déjà dit? Oui, j'ai dit 69 je crois, hein. 69, 65, voilà 65 $. 80 d'ailleurs, il y en a un autre pour obtenir l'extension Eclipse que vous pouvez aussi prendre en add-on ici à 12 $. Il y a des hard prints, mais bon, ça en général, ça n'a pas grand intérêt. C'est très joli, mais ça ne sert à rien en termes de gameplay. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Donc c'est 65 $ et puis c'est à peu près tout. Après, il y a 80 pour l'extension, mais ma foi, il n'y a pas trop de pledge, on ne s'y perd pas trop. Et cette petite extension Eclipse qui vient ajouter de nouvelles cartes, de nouveaux rôles également, de nouvelles tuiles, donc un petit peu plus de tout ce qui était déjà disponible. Donc bon, pourquoi pas un petit peu plus de rejouabilité, mais c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu cher pour ce que ça propose. Mais bon, comme on le sait, souvent, c'est à travers les extensions que les éditeurs réussissent à se faire un petit peu d'argent sur la campagne, parce que généralement, la boîte de base est souvent pas ce qui rapporte tellement d'argent aux éditeurs. Pour les frais de port, si vous êtes dans l'Union européenne, ce sera du 17 $ pour le jeu de base ou 20 $ pour le pledge all-in, donc avec l'extension Eclipse. Si vous êtes au Canada, par contre, ce sera 26 à 27 $, c'est un petit peu plus cher, un petit peu moins intéressant. Et pour nous qui sommes au Japon, 32 à 35. Ensuite, la TVA n'est pas incluse, la TVA sera ajoutée donc dans le Pledge Manager vraisemblablement. Et voilà pour Ahau, 65 $ pour un jeu qui mélange différents mécanismes que moi j'apprécie beaucoup. Je suis assez étonné de voir qu'il attire assez peu l'attention dans la sphère francophone. Moi, ça me semble être un jeu très intéressant malgré tout. 843 contributeurs à 21 jours de la fin de la campagne et déjà 47 000 $ d'engrangés. On continue avec un très bref passage du côté de Twin Palms, un petit jeu qui fleure bon l'été et qui a déjà attiré 234 contributeurs, même si c'est loin d'être suffisant, puisqu'ils sont à la moitié désormais du seuil de financement nécessaire, avec 5 450 $ engagés sur 10 000 nécessaires. Il reste ceci 3 semaines et demie pour se pencher sur le sujet. Alors, si vous aimez bien le poker, éventuellement aussi les jeux de plis et les plages de sable fin, eh bien ça peut être pour vous, même si pour l'instant il fait assez froid.
Donc 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties de 30 minutes environ. Bon, vous voyez, ça sent vraiment le soleil, c'est très lumineux, c'est très coloré tout ça, et ça sent bon la plage. Si vous êtes amateur de poker et de jeux de pli, c'est surtout d'ailleurs du jeu de pli, ça devrait pouvoir vous plaire, même si il n'y a pas de version française. Au-delà de ça, vous le voyez, il y a quand même très très peu de texte sur les cartes. Aucun d'ailleurs sur les cartes numérotées, mais un petit peu sur les cartes de paris, un petit peu sur les petites mentions de règles, notamment sur certaines cartes. Mais bon, au-delà de ça, ça reste jouable à mon avis. Vous pouvez déjà lire le PDF des règles ici en anglais. Ensuite, le contenu de la boîte, vous le voyez, c'est quand même très très simple. C'est 3 couleurs de cartes avec de 0 jusqu'à 10, avec en général 2 exemplaires de chaque. Et peut-être un joker aussi pour chaque. Ensuite, on a aussi des cartes de paris, puisque bien évidemment, la similarité avec le poker vient aussi de là, hein. Il y aura des paris à effectuer avant de pouvoir essayer de faire le plus de plis possible pour pouvoir remporter des dollars de sable. Allez savoir pourquoi, mais ce sont des dollars de sable. Oui, mesdames. Et ma foi, c'est à peu près tout. Twin Palms vous coûtera 20 $ pour le jeu de base. Donc bon, c'est relativement abordable et ça reste dans les prix habituels de ce type de jeu de pli. Ensuite, pour le shipping, si vous êtes au Canada, c'est de 12 $, plus éventuellement 8 pour chaque copie additionnelle que vous pourrez ajouter en théorie sur un pledge groupé, par exemple. Pour l'Union européenne, c'est quasiment la même chose, 13 $ plus 5 par copie additionnelle, 15 plus 10 pour la Suisse, quand on parle encore de francophone, et ensuite pour le reste de l'Asie, est-ce qu'on est dedans? J'imagine, oui, Japon. Pour le reste de l'Asie, ce serait 7,2, donc pour nous, c'est vraiment pas très cher pour le coup. Allez savoir, de temps en temps, nous aussi, on a des frais de port pas trop dégueux. Mais bon, là, c'est le cas pour un jeu qui, pour le coup, m'intéresse pas du tout. Voilà pour Twin Palms, petit jeu de, disons, enchères, paris, jeu de pli, poker, un petit peu le tout mélangé au mixeur, façon smoothie. 234 contributeurs, 24 jours avant la fin de la campagne, et la moitié, un peu plus de la moitié, du seuil de financement atteint pour l'instant. On enchaîne avec European Wars, 64 contributeurs à près d'un mois de la fin de la campagne et déjà 5000 livres d'engagés sur 7000 nécessaires. Bon, c'est un wargame, autant le dire de but en blanc. C'est un wargame qui se présente sous des aspects peut-être un petit peu différents de ceux qu'on peut voir. C'est un petit peu plus chiadé avec des jolies miniatures, c'est vrai. Mais au-delà de ça, rien de révolutionnaire. C'est un wargame qui se veut être relativement accessible, y compris pour les débutants du genre, comme c'est écrit d'ailleurs ici, mais qui pourra également satisfaire les habitués, hein, les gens les plus rompus aux batailles de wargame. Donc en gros, un jeu assez modulable, vraisemblablement, avec assez peu de downtime, donc de temps d'attente entre les tours. Vous le voyez ici, il y a tout un tas de miniatures qui sont pas vilaines, qui peuvent être assez jolies d'ailleurs, ça dépend aussi comment vous êtes capable de les peindre, hein, j'imagine. Hein. Mais bon, ça donne plutôt un joli aspect visuel, je trouve, même si je m'intéresse assez peu au wargame et que bon, l'univers dépeint ici visuellement m'attire pas outre mesure, mais je dois bien avouer que visuellement, c'est pas si mal quand même, ça a l'air d'être assez joli. Mais au-delà de ça, ça reste assez basique en termes de wargame, semble-t-il en tout cas. Vous avez différents niveaux de pledge. Le premier, en fait, est composé de deux, en fait, Army Pledge 1, Army Pledge 2, en fait, pour vous donner un camp ou l'autre, donc à choisir, en fait, hein. Vous pouvez, par exemple, enfin, c'est ce qu'il vous propose dans la campagne, d'essayer d'acquérir le premier pledge, par exemple, The Asylomists, voilà, Asylomists, pour 40 livres, ou le deuxième, The Confederation, pour 40 livres également, mais auquel cas, il faudra que vous ayez quelqu'un autour de vous qui possède l'autre côté pour pouvoir faire des batailles entre vous, tout simplement. Et si vous n'avez personne autour de vous, mais que vous êtes quand même intéressé par le jeu, vous pouvez prendre le core set à 75 livres pour pouvoir avoir les deux camps et enfin faire des combats, bien évidemment. Au-delà de ça, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire concernant European Wars, d'autant plus que je suis très très peu connaisseur de Wargame, donc je n'aurais pas très très envie de vous dire des conneries sur le sujet. Donc voilà. Pour les frais de port, ils sont un petit peu plus bas. Alors, je vous laisse quand même découvrir un petit peu le matériel. Bon, c'est vrai que derrière, si vous avez des décors appropriés, ça peut rendre encore un petit peu mieux. Et c'est vrai que dans ce genre de décor-là, ça donne tout de suite un petit peu plus envie d'essayer de jouer. Même si je reste sur ma position, les wargames, ça ne m'intéresse pas outre mesure de prime abord, mais peut-être qu'un jour, je tomberai sur un wargame que je trouve absolument génial. Le shipping, donc, le shipping pour la boîte de base, donc les deux factions réunies, hein. Pour la France, on est sur du 14 livres, ce qui n'est pas non plus outrageux, je trouve, hein, c'est pas trop cher.
Pour le Canada, 22,5 livres. Là, c'est quand même un petit peu plus conséquent. Pour ensuite le reste de l'Union européenne, j'imagine, la Suisse est à 30, l'Union européenne, c'était à 17 livres, donc pour nos amis belges éventuellement, par exemple. Et pour nous qui sommes au Japon, 26 $, enfin 26 livres, pardon, mais pas spécialement intéressés. Donc voilà, je vous laisse là pour Seasopian Wars. J'avoue que le jeu m'intéressant assez peu, j'ai pas spécialement l'intention d'y passer non plus 1 heure. 64 contributeurs, ceci dit déjà. Est-ce qu'il y a, par curiosité, des gens de France? Oui, il y a un contributeur français sur cette campagne. Voilà, si tu nous écoutes, bien, signale-toi, dis-nous ce que tu penses de ce Seasopian Wars. Toi qui es amateur de jeux de guerre, qu'apporte-t-il au genre? Seasopian Wars, il vous reste un peu moins d'1 mois pour vous pencher éventuellement sur son sujet, mais en tout cas, le jeu n'est pas encore financé pour l'instant, mais ça devrait pouvoir se faire mine de rien, d'autant plus que, comme vous le voyez, avec seulement 64 contributeurs, on a quand même déjà atteint les 3/4 du seuil de financement, donc ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Et on termine cette première partie des mentions honorables de la semaine avec Rumors and Legends, un petit jeu de déduction sociale avec un univers de cryptides, avec donc le Sasquatch, le Yeti, les aliens, le Loch Ness, etc. Pour 2 à 6 joueurs, 45 à 60 minutes la partie, pour 10 ans et plus, donc relativement accessible. C'est un jeu qui vous propose de résoudre une énigme, à savoir celle de la disparition du professeur Daffle. Il a disparu, mais à cause de qui? Dans quel événement? Dans quel lieu également a-t-il bien disparu, ce bon professeur Daffle? Eh bien, c'est à cette énigme que vous devrez trouver une solution en composant d'abord une enveloppe secrète qui se compose d'une créature, d'un lieu et d'un incident, qui seront en fait l'énigme à résoudre. Vous devrez trouver la créature, le lieu pardon, et l'incident, afin de pouvoir résoudre cette énigme progressivement au cours de la partie. Vous pourrez incarner tout un tas de personnages qui auront leur propre miniature, même si ce n'est pas la miniature du personnage, mais une miniature de créature, en fait, tout simplement. Et ensuite, vous allez vous placer sur les lieux qui correspondent à votre personnage, pour ensuite chacun partir dans votre direction pour essayer de déterminer ce qui est à l'origine de la disparition de ce fameux professeur Daffle. Ensuite, passons un petit peu, voilà, un petit peu l'impression de ce que ça peut donner sur table. Vous avez la plateau centrale ici avec le lieu de départ de chacun des personnages, l'Écosse, l'Égypte et ainsi de suite, avec les petits symboles de cryptides, les petites miniatures de cryptides qui vont être amenés à se déplacer d'un lieu à un autre pour pouvoir explorer au mieux. Et puis aussi, à chaque tour, vous aurez des événements qui vont se produire, qui pourront faciliter ou orienter votre enquête au fur et à mesure de la partie pour ajouter un petit peu de sel tour après tour. Et puis vous voyez également des petites portes ici qui pourront être ajoutées sur une tuile hexagonale pour bloquer la progression de tel ou tel adversaire. Et puis si quelqu'un se trompe lors d'un essai de déduction, il finira dans la zone centrale qui est en fait le triangle des Bermudes dont il ne pourra jamais sortir. C'est une défaite automatique. Alors, vous avez ainsi ici les différents, comment dirais-je, les différents points d'intérêt du gameplay, hein, avec chaque personnage une sorte de petite enveloppe dans laquelle vous allez garder vos éléments d'enquête, en fait, hein, tout simplement. Les petites portes de stop, en fait, pour bloquer vos adversaires, les cartes d'événements tour après tour que j'ai mentionné tout à l'heure, et puis également une horloge pour marquer tout simplement l'évolution du temps dans une partie, puisque lorsque cette horloge franchit la barre des minuit, et bien tout simplement la partie est terminée et tous les joueurs ont perdu si aucun d'entre eux n'a pu trouver la solution jusqu'alors. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte? Eh bien, ça dépend du niveau de pledge que vous allez choisir, bien entendu, puisqu'il y aura une version standees et une version miniature, et vous allez voir, il y a d'autres niveaux de pledge. Bon, ça va commencer à partir un peu en vrille assez rapidement. Ensuite, il y aura quelques dés, des déplacements, et puis un dé de portail. Ensuite, il y aura des cartes de Legends, des cartes de rumeurs, qui sont les cartes d'événements que vous aurez tour après tour, des cartes de passeport et une enveloppe top secret pour, comment dirais-je, qui contient en fait l'ensemble des solutions de l'énigme que vous aurez, comment dire, mélangé à l'intérieur de l'enveloppe en début de partie. Ensuite, il y aura des tokens d'incidents également, et puis un petit scorepad pour noter les scores à la fin de la partie. La version française, vous le voyez, c'est pour l'instant grisé parce qu'elle n'est pas encore disponible, mais ils sont en négociation, donc on devrait pouvoir avoir le jeu en version française PDF uniquement, pas physique, d'ici la fin de la campagne. En tout cas, on peut l'espérer. Les pledge levels, et c'est là que l'énigme véritable commence sur la campagne de Rumors and Legends.
C'est-à-dire que là, ils ont fait des trucs, qu'on pourra pas assumer quoi, en gros, hein, bon, j'ai passé les premiers niveaux de pledge, je me suis dit: «Ouais, normal». Un niveau de pledge à 55 avec une version standees, un petit peu plus, abordable pour les portefeuilles les plus restreints, pourquoi pas, après tout. Ensuite, une version à 75 qui vient apporter donc les figurines qui, en soi, n'apportent pas grand-chose de plus, hein, c'est juste un intérêt visuel, mais 20 de plus pour avoir donc des miniatures. J'ai envie de dire: «Pourquoi pas?» Ensuite, on arrive à un pledge à 125 un petit peu, comment dirais-je? Upgradé matériellement, un petit peu deluxifié puisqu'on aura ici les dés en métal c'est toujours classe, mais également les petits, tokens d'incidents qui seront eux aussi en métal. Donc là, on est sur du deluxe et là, je me dis: «Bon, c'est plutôt cool». Mais derrière, eh bien derrière, eh bien, bah, ils nous foutent une tarte en fait, tout simplement, avec une édition Bermuda Triangle, belle prononciation anglaise, Bermuda Triangle Edition avec 1 495 d'un seul coup. Là, on fait un bond et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils nous font ces espèces de, mangeurs, de papillons?» 1 495 le pledge, pourquoi? Parce qu'en fait, bon, vous avez la même chose que ce qu'on a vu précédemment, plus un playmat à la base qui vient remplacer le plateau, mais qui n'est pas spécialement nécessaire, avec son petit, étui pour le transporter plus simplement. Et puis c'est tout, sauf que bon, au-delà de ça, le jeu est dans sa version prototype, donc vous avez un des prototypes du jeu. Bon, certes, mais là très clairement, on est sur du pledge de mécénat en fait, hein. Vous allez leur donner un paquet de thunes et vous allez bénéficier de quelques petits ajouts par-ci par-là et de l'aspect: «Ouh, j'ai un prototype, c'est sympa, c'est cool». Mais non, vous n'en aurez pas pour votre argent, c'est vraiment si vous avez envie de dépenser pour aider le projet, après tout, pourquoi pas, si vraiment, ça vous tient à cœur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, le prix, complètement déraisonnable en fait, tout simplement. Et c'est pas tout, c'est pas fini. On a aussi l'édition collector Duffel, donc du nom de professeur, qui a été, enlevé par telle ou telle créature et vous allez ajouter 500 de plus, mais bon là vous êtes plus à ça près au bout d'un moment, hein. 500 de plus pour, pouvoir bénéficier d'un poster signé par les créateurs pour 500 de plus. Voilà, et puis aussi un custom jumbo shrink carrying case, mais je crois que, bah, c'est le même qu'on a déjà ici, me semble-t-il, donc ouais, j'avoue que je comprends pas très bien la différence au-delà du poster signé par, les auteurs, pour 500 de plus, donc voilà. Ouais, 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 ouais. Bref, ensuite on passe aux add-ons. Si vous voulez vous contenter d'un pledge un peu plus, raisonnable, vous pouvez aussi prendre des petits add-ons, comment dirais-je? Matériels, hein, typiquement, par exemple, les tokens en métal ou les dés en métal qui sont respectivement à 30 ou 25 par exemple. Ensuite, le Jumbo Shrimp Set, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des figurines de taille un peu plus imposante, mais est-ce que c'est bien important? J'ai envie de dire non. Et là, ils ont complètement craqué, les gars. Ils proposent un playmat à 80 Les plus beaux, playmats qu'on puisse avoir, généralement dans un jeu vont jusqu'à 35, 40, 50. Jamais 79. Qui plus est pour un playmat qui n'apporte absolument rien en termes d'ergonomie de plus que ce que le plateau de base vous propose. Donc là, c'est complètement pété. Voilà, il y a pas d'autre mot. Je pense que les gars ont sniffé un petit rail avant de décider des niveaux de pledge et des niveaux de prix des add-ons, parce que là, vraiment, ils essaient de vous foutre une tarte sur un playmat à 79. Après bon, le t-shirt, 45 après tout, il a plus d'utilité que le playmat et il coûte moins cher. Bon, vous pouvez pas jouer dessus, certes, mais après tout, vous pouvez mettre le plateau dessus et jouer avec, mais bon, voilà. Non, très honnêtement, je vous encourage pas trop à les blaquer non plus là-dessus. Le jeu de base, hein, a l'air, assez sympa, si tant est qu'on est, amateur de jeux de ce type, donc de jeux de déduction sociale, ça peut être assez sympa, après tout, pourquoi pas? La direction artistique est pas dégueulasse, mais alors, les prix sont un peu pétés au niveau de certains niveaux de pledge. Pas le pledge de base, mais bon, les pledges mécénat et le playmat, c'est complètement, stratosphérique. Pour les frais de port, pour l'Union européenne, on est sur du 24 donc là aussi, c'est quand même assez cher. Qui plus est, le shipping et le VAT, donc la TVA, seront ajoutés dans le Pledge Manager, donc TVA en plus, du jeu de base, enfin, en plus du prix du jeu de base, vous aurez à l'ajouter dans le Pledge Manager. Donc attention, ce sera 24 € de plus, 24 de plus, devrais-je plutôt dire. Quant à la Suisse, c'est du 30, donc un petit peu plus cher. Pour le Canada, du 24, comme pour l'Union européenne. Et pour nous, au Japon, 24 également, donc pas de gros changements de ce point de vue-là. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Rumors and Legends, un jeu qui, en termes de déduction sociale, peut être très sympa, pourquoi pas, j'ai rien contre, mais qui propose certains niveaux de pledge assez bizarres et quelques add-ons peut-être un petit peu mal évalués en termes de prix.
Mais en tout cas, pour l'instant, on a 283 contributeurs, ce qui veut dire que le jeu n'est pas encore financé puisqu'il leur faudra atteindre 35 000 $ et que pour l'instant, ils sont à 27 000. Bon, on est quand même aux 3/4, voire même les 4/5 du seuil de financement. Ça devrait pouvoir se faire assez largement, d'autant plus qu'il reste près d'un mois avant la fin de la campagne. Mais quand même, bon, certains niveaux de pledge un petit peu pétés. Voilà pour Rumors and Legends. Et voilà également pour les mentions honorables de la semaine. On va pouvoir maintenant s'orienter vers les gros projets de la semaine. Ils sont un petit peu moins nombreux cette semaine que les précédentes, même si je pensais que ce ne serait pas le cas au début de semaine. Mais avec le jeu des projets décalés, finalement, on se retrouvera avec uniquement Unsettled, Lobotomie 2 et puis 51st State. On est parti. Allez, 24 heures plus tard, on reprend pour la deuxième partie avec les gros projets de la semaine. Tous les trois sont très intéressants cette semaine, il va falloir faire des choix. Le premier, il s'agit de Unsettled. Et 7100 contributeurs après 3 jours de campagne seulement. Merde! Bon, celui-là, j'avoue que je l'attendais pas mal, mais je pensais pas qu'il ferait un aussi gros score aussi rapidement. Ceci dit, c'est vrai que quand on va checker sur la page de Orange Nebula, qui a déjà fait plusieurs projets, principalement sur Vindication, mais également déjà un pour Unsettled, la précédente campagne de Unsettled avait déjà dépassé les 10 000 contributeurs, donc effectivement, c'est peut-être moins étonnant que ce que j'aurais pu penser au préalable, mais quand même, ça reste un excellent résultat. Mais après, c'est un jeu qui, vous le voyez, avec un petit 8,3 sur BGG, a fait ses preuves, qui est très très populaire, d'ailleurs comme leur autre jeu, hein, Vindication, 922 000 $ déjà d'engrangés sur 62 000 nécessaires. Bon, c'est largement financé, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on va très prochainement aller dépasser le million de dollars pour Unsettled. Avec, bon, vous le voyez, un paquet de boîtes. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement Unsettled, vous partez en fait avec une boîte qui vous propose en fait l'ossature principale du jeu dont vous aurez besoin pour n'importe quelle planète, puisqu'il s'agira d'aller explorer différentes planètes. Et ensuite, vous allez acheter des packs de add-ons qui seront en fait chacun une planète différente. Et le point d'intérêt principal de ce jeu, c'est qu'en fait, vous avez comment dirais-je, un cœur de jeu, un cœur de gameplay qui est disponible dans la boîte de base, et ensuite, chacune des planètes va proposer un gameplay, alors j'allais dire radicalement, peut-être pas radicalement, mais avec de grosses différences d'une boîte à l'autre, d'une planète à l'autre, puisqu'il s'agit d'un jeu d'exploration où en fait chacune des planètes que vous allez explorer proposera des règles différentes, des règles qui vont peut-être même contrevenir des règles de base, en fait, du jeu de base. Et vraiment, chaque univers, chaque planète va vous proposer une expérience totalement différente, avec parfois, par exemple, hein, je vous donne un exemple comme ça à brûle pour point, un petit peu à l'emporte-pièce, vous aurez par exemple des planètes qui auront une gravité inversée, par exemple, ou d'autres qui auront comment dirais-je, une faune ou une flore particulièrement étrange qui réagira différent aux mêmes actions que vous aurez pu accomplir précédemment sur d'autres planètes, par exemple. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Unsettled est un jeu en campagne. Chacune des planètes est un scénario standalone en lui-même. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter toutes les boîtes. Il y en aura deux scénarios, j'allais dire, mais en fait deux planètes fournies dans le jeu de base. Et après, il vous faudra ajouter des petits add-ons supplémentaires ou aller chercher, bien évidemment, un pledge all-in pour aller prendre toutes les planètes. Et c'est vrai que ce jeu me tente beaucoup. Je ne l'ai pas encore dit, mais je pense quand même que oui. C'est mon coup de cœur de la semaine. Je le dis avec un peu de retard parce que j'étais déjà absorbé par la présentation que j'en faisais sans penser au coup de cœur. Mais oui, c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai très envie de tester Unsettled. Je sais que ça intéresse beaucoup Xavier, mon partenaire de la chaîne, donc je compte un petit peu sur lui parce que, comment dirais-je, le pledge est très cher, ce qui en soi, bon, c'est un investissement, j'ai rien contre, mais il y a quand même 9 boîtes de planètes alternatives, ça fait un peu cher au final, et je suis pas sûr d'aimer en fait. Si vous suivez pardon, la chaîne depuis quelques temps déjà, vous savez que comment dire, la thématique de la découverte de l'univers, l'espace, etc., c'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais ici, c'est pas de la découverte de l'univers, de l'espace intersidéral, c'est vraiment on se pose sur différentes planètes et on les explore. C'est pas l'univers, c'est pas le grand vide. Et de ce point de vue-là, ça m'intéresse beaucoup plus. Alors, je vais remonter un tout petit peu. Voilà, ici, alors vous voyez déjà qu'il y a un paquet de récompenses, que ce soit via BGG ou différentes chaînes spécialisées, qui lui ont toutes accordé d'excellents scores. C'est un jeu qui apparemment fait assez l'unanimité. Ensuite, vous avez un petit aperçu de la qualité de production de ce jeu, qui est complètement démente, un petit peu comme tous les jeux de Orange Nebula pour l'instant. Bon, en même temps, ils sont que deux, mais c'est toujours quand même très bien produit.
D'aucuns diraient peut-être d'ailleurs surproduit, et ils le diraient certainement en partie à raison, mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un jeu avec cette qualité de production, qui plus est, vous allez voir plus bas sur la page, mais bourré de petits game trays comme vous le voyez ici, qui vont venir vous permettre de ranger plus facilement, d'installer plus facilement, mais également de stocker en fait tout à l'intérieur sans avoir à ranger chaque petite ressource dans un autre compartiment spécialisé, enfin prévu à cet effet. Tout est vraiment pensé pour installer et désinstaller le jeu de manière très très rapide, et c'est magnifique à l'œil qui plus est. Rien que pour ça, ça fait largement grimper le prix, bien évidemment, vous vous en doutez. Je suis passé un petit peu rapidement sur ce petit passage, ce petit paragraphe qui vous en apprend un petit peu plus sur le jeu et son univers, enfin 16 univers devrais-je plutôt dire, parce que c'est différentes planètes. C'est un jeu de coopération dans lequel vous devrez simplement essayer de survivre à différentes planètes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les planètes auront toutes un petit peu leur personnalité, entre guillemets, et donc leurs différents challenges, et vous devrez réagir différemment à des actions, enfin des situations différentes d'une planète à l'autre qui n'auront pas forcément grand-chose à voir l'une avec l'autre. Et votre but ultime sera bien évidemment de vous en sortir en débloquant de nouvelles, comment dirais-je, pas de nouvelles technologies, mais en découvrant la planète et en vous adaptant à ce qu'elle vous propose, en utilisant des nouveaux objets que vous aurez pu trouver, en essayant de les utiliser pour voir ce que ça peut donner dans telle ou telle situation, sachant que ça ne reproduirait pas forcément les mêmes résultats selon la planète que vous allez explorer, selon l'endroit d'une même planète où vous allez essayer de l'utiliser, etc. Et de ce point de vue-là, Unsettled a l'air vraiment super intéressant. C'est vraiment un jeu d'exploration au sens le plus pur du terme, avec également une notion de collaboration, de coopération entre les joueurs vraiment super intéressante, dans le sens où vous allez progressivement, bien entendu, débloquer de nouvelles compétences grâce à de nouveaux objets notamment, mais en fait, souvent, ces objets seront, comment dirais-je, plus amènes d'aller aider un autre joueur autour de la table que votre propre personne, en fait. Donc c'est vraiment de la collaboration poussée dans ces derniers retranchements, et de ce point de vue-là aussi, Unsettled a l'air vraiment, vraiment très sympa. Là, vous avez un petit aperçu des 9 planètes disponibles si vous prenez un peu le all-in, disons, avec un petit degré de challenge que vous voyez ici de 1 à 4. Apparemment, on nous dit que ce n'est pas forcément une question de difficulté de telle ou telle planète, mais plutôt de complexité en termes de mécanismes et de ce que peuvent aller apporter chacune de ces planètes en termes de nouveautés de gameplay, en termes de torsion des règles de base du jeu. Et de ce point de vue-là, là encore, très 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 intéressant. Après se pose peut-être la question de la rejouabilité d'une planète à l'autre. Chaque planète va aller, comment dirais-je, se constituer un puzzle, en fait, un challenge mental, une fois que vous aurez peut-être réussi à résoudre tel ou tel puzzle mental que vous propose une planète. Est-ce que vous aurez le goût d'y revenir? C'est là que la question peut se poser. C'est pas un jeu de campagne, mais est-ce qu'une fois qu'on a réussi à compléter sa mission sur une planète, une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce qu'on a vraiment envie d'y revenir? C'est un petit peu la question que ça peut poser potentiellement. Après, si vous avez réussi par exemple à compléter, comment dirais-je, une mission de Robinson Crusoe une fois avec un groupe de personnes, rien ne dit que vous réussirez la prochaine fois. Donc encore une fois, c'est peut-être là aussi le cas pour Unsettled, je n'y ai encore jamais joué, mais peut-être que, sur une même boîte, vous aurez des difficultés une première fois, mais pas forcément la seconde, puis à nouveau la troisième. Bon, là-dessus, je ne pourrais pas en juger. Vous débuterez la partie avec un personnage de votre choix, ainsi qu'une capacité qui lui est propre, avec une carte que vous voyez ici, par exemple Skeptic, mais qui sera amenée à être retournée en fonction de la confiance qui émane du groupe à l'heure actuelle. En fait, hein, selon les différents événements, vous allez perdre un peu confiance en votre groupe, vous allez perdre un petit peu de lien, de cohésion au sein de votre groupe, ou en regagner, et ça peut faire varier comment dirais-je, les compétences de tel ou tel joueur en fonction de la cohérence du groupe. Vous aurez aussi des capacités spéciales une fois que vous aurez débloqué certaines compétences, que ce soit en robotique, en chimie, en ingénierie, après avoir débloqué des cartes. Et là encore, on ne vous guide pas, on ne vous dit pas cette carte fera telle ou telle chose spécifiquement, pas très clairement. Il faudra essayer certaines de ces nouvelles compétences dans certaines situations, sans forcément savoir à l'avance ce que ça va pouvoir vous permettre d'obtenir ou de faire. Et là aussi, de ce point de vue-là, c'est un vrai jeu d'exploration. Il va falloir essayer d'utiliser certaines choses et voir ce que ça peut donner. Et voir ensuite, à partir de là, ce que vous aurez appris et ce qui pourra vous servir par la suite face à d'autres situations différentes. Ensuite, bon, la production value, je l'ai déjà explicité un petit peu tout à l'heure, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la valeur de production, comme on pourrait dire en français, c'est pas très élégant, mais la qualité de production, la qualité d'édition est absolument folle. Comme souvent, de toute façon, quand Game Trace est impliqué dans un projet,
les game trays sont formidables, ça facilite énormément l'installation et bien entendu le rangement du jeu. Et chaque planète, vous allez voir ici par exemple avec la planète 001 qui est donc Wenora ou Venora, je ne sais pas comment ça se lit. Chaque planète s'accompagne de son propre petit game trace pour aller ranger tout ce qui est cartes, tout ce qui est ressources, tout ce qui est petits tokens que vous trouverez dans la planète en question. Vous sortez juste cette petite boîte avec son game trace, plus bien entendu le core, donc l'ossature de base du jeu qui est propre, qui est commune à toutes les planètes. Et là, vous pouvez jouer direct en fait. Il n'y a quasiment aucune installation. L'ADA est très très jolie en général et chaque planète va vous proposer un univers tout à fait différent. Par exemple ici, Venora, c'est une planète apparemment remplie de fungi, donc de champignons en gros, hein, et vous devrez aller découvrir en fait différentes capacités qui vont aller vous tordre l'esprit, en fait, qui seront complètement à l'opposé de ce que vous aurez l'habitude de connaître dans un monde, disons normal, avec le risque bien entendu d'être absorbé complètement par cet univers entre guillemets. Ensuite, on aura aussi Grakis. Là, ce sera plutôt une planète assez désertique avec de grosses bestioles à la surface. On aura aussi Zeron. Les deux premières, sachant que les deux premières sont intégrées dans le framework, donc dans le jeu de base avec la boîte de base, en fait, le cœur de gameplay. Et ensuite, chacune des autres, à partir de la planète numéro 3, devra être prise en add-on ou dans un sorte de bundle all-in, en gros. Hein. La troisième, c'est Zeron. On a encore Yendral. Certaines planètes, d'ailleurs, comme Zeron, que j'ai abordé tout à l'heure, proposeront également une sorte de, comment dirais-je, de rencontre du troisième type avec des anciennes civilisations déchues qui ne sont plus existantes, mais dont il reste certains vestiges dont vous pourrez tirer parti également, par exemple. Yendral, enfin bref, tout un tas de planètes, il y en aura quand même 9, avec chacune vraiment des spécificités bien particulières et des règles qui viendront s'ajouter spécifiquement pour cette planète et qui seront différentes de toutes les autres planètes. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment super intéressant. Je ne sais pas combien d'extensions il prévoit de faire pour Unsettled, mais pour l'instant, il y a donc 9 planètes, toutes assez différentes les unes des autres, si l'on en croit les différentes présentations que l'on peut voir directement sur la page de Kickstarter. Ensuite, il y a des petits packs exclusifs à Kickstarter, enfin gratuitement sur Kickstarter exclusivement, pardon, qui viennent ajouter encore un peu plus de variété, de rejouabilité éventuelle. Mais bon, je pense que ce n'est pas forcément des choses complètement essentielles non plus. Vous en trouverez plusieurs, comme c'était déjà le cas de toute façon sur Vindication, leur précédent jeu également. Ensuite, vous aurez également différents upgrades, comme ici les Scientific Specializations, qui viendront vous ajouter encore des spécialisations individuelles pour votre plateau de personnages avec plateau double épaisseur qui plus est, encore une fois du plus bel effet. Vous aurez aussi un petit token de visage que vous pourrez coller sur votre, ajouter sur votre plateau individuel pour aller ajouter un petit peu plus de, comment dirais-je, de personnalisation de votre personnage. Ensuite, on aura aussi un module d'upgrade pour les Scientific Fascinations, cette fois-ci avec là encore de nouveaux plateaux, double épaisseur, encore plus de rejouabilité, etc. On arrive très rapidement sur les pledge levels. Alors, on aura par exemple un premier niveau de pledge intitulé Nebula pour les gens possédant déjà le jeu, en fait, hein, puisque très clairement, c'est les planètes 7, 8 et 9, Koguya, Blackout et Knir, qui vous donneront donc accès à 3 nouvelles planètes ainsi que 2 nouveaux modules de spécialisation et de fascination scientifique, donc qu'on a déjà abordé précédemment, ainsi que quelques petits patchs, des petits packs supplémentaires gratuits exclusivement sur Kickstarter. Ils seront ensuite payants. 75$ sans sleeves, 90 avec sleeves, mais quoi qu'il en soit, vous aurez besoin d'avoir déjà l'ossature de base du jeu. Donc là, pour l'instant, si vous n'avez rien, ce n'est pas le pledge qu'il vous faut. Par contre, éventuellement, vous pourrez aller chercher le pledge Constellation, le numéro 2, pour 90$ ou 100$ avec sleeve, qui vous fournit cette fois-ci l'ossature du jeu, hein, donc ce dont vous aurez besoin absolument pour pouvoir jouer au jeu, quelle que soit la planète que vous allez choisir, et qui s'accompagne déjà des planètes numéro 1 et 2, donc Venora et Grakis, plus les packs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ensuite, là, on passe à un tout autre niveau, 210$ sans sleeves, 250$ avec les sleeves, donc les protège cartes, pour aller chercher l'intégrale, donc l'ossature, hein, la boîte de base du jeu, ainsi que les 9 planètes disponibles à ce jour, dont une gratuitement, puisqu'en fait, c'est une sorte de petite réduction. On vous fournit une des extensions gratuites, ce qui vous permet de faire un petit rabais sur le prix global. Il s'agit de Gnir, mais en fait, c'est n'importe laquelle des planètes qui vous est offerte gratuitement, en fait. Plus les modules que j'ai mentionnés tout à l'heure et les petits packs, bien évidemment. À vous de voir si vous prenez les sleeves ou non, mais quoi qu'il en soit, ça vous coûtera quand même un bras et demi, mais
Est-ce que ça vaut le coup? J'ai envie de dire presque oui malgré tout parce que le jeu a quand même l'air d'être assez fou, même si je me pose toutefois cette question de la rejouabilité. Donc, si vous avez eu la chance de tester Unsettled ou si vous en êtes l'heureux possesseur, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une vraie rejouabilité à Unsettled? J'espère que oui, pour ce prix-là, ce serait quand même dommage, mais je serais tenté de dire que oui quand même, malgré tout. J'ai assez confiance en ce que peut proposer Orange Nebula, qui ont généralement une très très bonne réputation et d'excellents retours sur leur jeu. Donc je pense que oui, mais je n'ai pas la preuve moi-même, puisque n'ayant encore jamais joué à Unsettled pour l'instant. Vous avez aussi des add-ons, vous pouvez aller chercher des planètes à la carte, en fait, selon celles qui vous intéressent. Allez revoir les descriptions qu'on a vues en début de page tout à l'heure. Choisissez celles qui vous plaisent le plus, en fait. Hein. Parmi Zong, Zeron, Yendral, Stranos, Kael'thas, Koguya, Blackout, Ugg, Nier. Ensuite, les spécialisations qu'on a vues tout à l'heure, ou les fascinations à 15 $ chacune. Des sleeves dans tous les sens pour aller sleever vos cartes, pour protéger vos cartes. Les packs que vous pourrez trouver donc gratuitement si vous pledgez certains niveaux de pledge, mais si vous les prenez en add-on, il faudra payer 3, 5 ou 7 par exemple. Le livre de règles, vous avez déjà un aperçu en anglais uniquement. Il n'y a pas encore de version française, malheureusement, pour l'univers de Unsettled pour le moment, me semble-t-il. Ensuite, on a tout un tas de vidéos, y compris des how to play, pour vous expliquer un peu comment se joue le jeu. Il a l'air d'être super intéressant. Je vous recommande certaines des vidéos. La plus parlante, je crois, était celle de Rodney Smith, si je me souviens bien, mais je ne la retrouve pas sur la page. Bon, vous irez voir ce que ça peut proposer éventuellement. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Unsettled. Mon projet coup de cœur de la semaine, j'ai vraiment très 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 envie de le tester, à défaut d'aller le baquer. Le baquer, je ne sais pas. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, pour ce qui est de Orange Nebula, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser parce que j'ai plus envie de tester Vindication finalement que Unsettled. Mais depuis l'arrivée de la campagne de Unsettled, et que je vois chacune des planètes décrites en détail, en quoi elle est particulière et différente des autres, Unsettled me fait de plus en plus un appel de pied également. Donc je ne sais pas trop où je me trouve actuellement, je suis un peu paumé comme un peu thématiquement les héros de Unsettled. Vindication me fait aussi beaucoup envie, j'ai très envie de tester les deux. Tout ça pour dire qu'en fait, tout simplement, Orange Nebula, c'est certainement un éditeur à suivre de très près, notamment cette année, puisqu'ils nous reviendront avec un nouveau projet en la personne, j'allais dire, c'est pas une personne, mais bon, vous aurez compris, en la personne de Spiritfire, qui faisait partie de mon top 10 des jeux les plus attendus sur les plateformes de financement participatif pour l'année 2022. Donc, je vous encourage à aller revoir la vidéo en question pour avoir un petit aperçu, très bref aperçu de ce que pourrait être Spiritfire. Voilà pour Unsettled, qui me fait très envie. Donc, Xavier, si tu nous regardes, et j'espère que tu nous regardes, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu vas backer, oui ou non? Est-ce que je t'ai hypé un petit peu plus maintenant que tu as vu cette présentation? Dites-moi vous aussi, d'ailleurs, si vous n'êtes pas Xavier, ce que vous en pensez. Bien évidemment, j'ai vraiment envie de voir des retours de la communauté. 7107 contributeurs pour l'instant, à 10 jours de la fin de la campagne relativement courte, donc on en parlera forcément dans le suivi du menu de la semaine prochaine. Et puis déjà 922 000 $ d'engrangés, on va très largement dépasser le million de dollars. Je pense qu'on ira certainement taper 1,5 million, voire 1,7 million ou 8 peut-être. Voilà pour Unsettled, le projet coup de cœur de la semaine. On enchaîne avec un petit tour du côté de chez GameFound, ce sera le cas pour les 2 dernières campagnes de toute façon, avec Lobotomy 2 Manhunt. Alors je ne connaissais pas Lobotomy 1 personnellement, mais il a l'air d'avoir plutôt un bon accueil de la part des gamers, ce qui fait que Lobotomy 2 s'en sort pas trop mal, même si GameFound généralement attire pour le moment, mais GameFound est encore assez jeune, moins de monde que Kickstarter ne peut le faire, ce qui peut, je pense, en partie justifier le fait qu'il n'y ait que, entre guillemets, 1000 backers pour l'instant, à 18 jours de la fin de la campagne. Ceci dit, on est quand même sur un joli score puisqu'on a déjà engrangé 173 500 € pour le moment, ce qui est quand même un très bon résultat. Et puis on va certainement aller chercher les 2500 backers d'ici la fin de la campagne, peut-être même un peu plus pour ce jeu totalement coopératif dans lequel vous allez incarner en fait des patients d'un asile psychiatrique un petit peu dérangé, mais bon, de base, un asile psychiatrique, forcément, voilà, vous aurez compris, mais particulièrement dérangés, on va dire. Hein. Les gens ne sont pas simplement des malades mentaux, assez basiques, non, assez... la compile œuf, jambon, fromage. Voilà, on est sur du criminel en puissance, façon Arkham dans l'univers de Batman, par exemple. Hein. Alors, donc c'est un univers, comme vous le voyez, très sombre, très grotesque, on pourrait dire. Hein. Là, bon, très honnêtement, vous voyez ce petit shérif zombiesque avec des bras qui sortent du bide.
bon, ça donne pas envie d'aller manger du boursin, hein, soyons honnêtes. Par contre, assez fun également, il y a quand même pas mal de petites allusions à de la pop culture. Par exemple, ici, on a un personnage qui ressemble trait pour trait à John Wick et qui porte un chien, donc voilà. Mais on en aura d'autres, comme par exemple une sorte de parodie de Harry Potter, etc., etc. Là, on a Chucky, très clairement aussi. Jamais de licence, bien évidemment, mais c'est très, très clair. Vous avez un petit aperçu de la présence que ça pourra avoir sur table. C'est assez joli, le matos est très soigné également. Après, il faut apprécier la direction artistique très dégoulinante, très sanguinolente. Mais après, une fois qu'on a dépassé ce premier stade, ou par défaut, parce qu'on aime ce genre de choses également, ça peut être très plaisant une fois sur la table, d'autant que les miniatures sont, en tout cas, ont l'air de très très bonne qualité. Ici, ce sont directement, je pense, des miniatures qui ont été pré-peintes pour la campagne, pour la présentation de la campagne, et ça a l'air d'envoyer quand même pas mal du bois, même si c'est vrai, c'est un petit peu dégueulasse. Alors, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, bien sûr jouable en solo comme beaucoup de jeux coopératifs, mais pas tous. Un jeu qui dure environ 2 heures pour une partie et pour 14 ans et plus. On vous dit directement d'entrée de jeu que vous pourrez obtenir un prix un peu plus intéressant qu'une fois le jeu dans le commerce, en fait, tout simplement. Et puis, bien sûr, vous pourrez l'obtenir un petit peu plus tôt que si vous attendez la sortie en magasin. Magasin, bon, après, tout dépend de là où vous habitez. Pour l'instant, j'ai pas cru voir de version française pour Lobotomy 2. Donc pour ce qui est des magasins en France, bah, il y aura certainement encore plus de temps à attendre si tant est qu'il arrive un jour en magasin. Vous avez un petit aperçu d'ailleurs de ce que peut proposer le core game, donc la base, le jeu de base en fait, sans extension particulière, avec déjà du kilo plastique. Alors les miniatures sont très bien réalisées visiblement, plusieurs sont disponibles en plusieurs exemplaires, hein, mais certaines sont également en exemplaires uniques. On a ensuite différentes grosses tuiles pour aller composer l'asile, en gros, hein, les différents personnages qui seront double face, une face, disons, à peu près saine d'esprit, et une face où on aura un petit peu basculé dans la folie qui vous permettra d'obtenir certaines compétences que vous n'aviez pas préalablement. Ensuite, on a des équipements, on a des monstres en tout genre, on a des tokens par milliers, hein, par centaines de milliers, avec bien évidemment des blessures et ainsi de suite, vous l'imaginez. Et puis également des cartes de spawn pour aller faire spawner des monstres dans telle ou telle zone adjacente, par exemple. Hein, ça a l'air d'être assez bien organisé. Hein, c'est une belle machine, c'est une belle machine. Vous aurez ensuite une extension Inferno, une extension infernale, en gros, pour 50 € supplémentaires pour aller ajouter encore plus de vilaines bébêtes dans tous les sens. 3 nouveaux boss, des nouveaux monstres d'élite et puis des nouveaux monstres un petit peu moins conséquents. 3 nouveaux héros également, ainsi que de nouvelles tuiles, bien entendu pour l'asile, mais cette fois-ci, pas dans le meilleur état possible. Et puis tout un tas de nouvelles cartes, bien évidemment, pour accompagner le nouveau héros et les nouveaux monstres, bien entendu. Ensuite, dans l'extension, on aura apparemment 7 nouvelles résines qui incarneront en fait les 7 péchés capitaux, si je crois ce que je lis, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient très différentes les unes des autres, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire là-dessus. En quoi sont-elles incarnées en termes de miniatures? Bah, j'avoue que là, par contre, je sais pas trop. Les pledges. Alors, on a un pledge qui est plus ou moins le pledge all-in, en fait, à 199 € pour l'intégrale de ce que peut proposer le jeu. Donc, en gros, vous aurez la boîte de base, l'extension Inferno, et ensuite des petits add-ons pour aller ajouter encore plus de nouveaux héros contrôlables, mais également de nouveaux monstres. Par exemple, vous aurez l'extension Villain Ward, qui, je crois, est déjà... Non, c'est pas celle-ci. Villain Ward, qui ajoutera de nouveaux personnages, de nouveaux monstres. Pareil, Jazz Ward, Legacy Ward, et celui-là, j'arrive pas à le lire, mais ça va être... Hell Levels, je crois. C'était ça, il me semble. Ah ouais, Hell Level Expansion, donc c'est une extension plutôt que véritablement des add-ons. Chacune de ces extensions viendra vous ajouter des personnages et ainsi de suite. Celle que je voulais mentionner tout à l'heure pour le pledge de base, en fait, c'est pour le Admission Pledge à 79 € au lieu de 118 en magasin, quand même assez intéressant. Elle vous apportera gratuitement l'extension Criminally Insane que vous voyez également ici. Et je crois que c'est dans celle-ci justement qu'on a une sorte de personnage un petit peu à l'effigie de Harry Potter, mais en parodique, disons. Ensuite, on a un Sanity Pledge pour 129 € qui vient s'accompagner de la boîte de base plus l'extension Inferno et cette petite extension Criminally Insane en plus, entre guillemets, gratuitement. Mais le gros bundle all-in, en gros, c'est celle-ci, c'est celui-ci, pardon, à 199 €. Donc évidemment, c'est assez cher, mais vous voyez que ça n'a pas stoppé 562 personnes qui sont allées backer ce niveau de pledge, hein, quand même, c'est assez conséquent, c'est plus de la moitié. 188 pour le pledge de base et 193 personnes pour le pledge Sanity.
qui, à mon avis, est largement suffisant. Je pense que pour bien profiter du jeu, même le pledge de base Admission, avec des héros en plus via cette petite extension Criminally Insane, me paraît déjà suffisante. Pourquoi pas le Sanity Pledge, mais aller chercher le all-in, bon, je dis ça, et en même temps, moi-même, j'ai ce petit côté un petit peu complétionniste, pas au même niveau que Xavier, mais quand même. Donc forcément que si vous êtes tenté plus par le Madness Pledge, mais si on essaye de rester un petit peu raisonnable en termes de coût, disons, je pense que les deux niveaux de pledge de départ, 79 et 129 €, font largement le job. Ensuite, on aura tout un tas de stretch goals, mais ça, bien évidemment, on les verra lors du suivi du new crowdfunding, mais vous pouvez déjà voir qu'on aura des upgrades matériels ainsi que de nouveaux personnages qui seront dévoilés, y compris des personnages justement de cette petite boîte fournie gratuitement avec le pledge de base, donc de Criminally Insane, et c'est là que vous voyez cette petite parodie en fait de Harry Potter qui s'appellera Harold's Thunder Scar, donc Harold la cicatrice en forme d'éclair. Bon, est-ce que ça peut être plus clair en termes de représentation de Harry Potter? Ensuite, tous les petits add-ons, en fait, toutes les extensions qu'on avait vues précédemment, si certaines vous intéressent et d'autres non, bah, vous pouvez aussi jouer un petit peu à la carte. Hein, vous choisissez celles qui vous intéressent le plus et vous pouvez les ajouter à votre pledge, bien entendu. Voilà, il y a quand même beaucoup de add-ons potentiels, hein, de nouveaux monstres, certains qui viennent de Lobotomie 1 directement, donc du jeu d'origine. Tout ce qui vient de Lobotomie 1 est apparemment disponible lors de Lobotomie 2 et apparemment utilisable également, notamment Cthulhu, bien sûr, quand on fait un jeu horrifique, il faut avoir Cthulhu, c'est un peu un incontournable. Donc 19 € pour la grosse miniature de Cthulhu qui tient visiblement impatient tout près de son cœur. Hein. Il fait des gros poutous, tout comme Philippe. Voilà. Ouf là là, très mauvaise allusion. Je retire automatiquement ce que j'ai fait, bien évidemment, et je me repentirai tout de suite après cette vidéo. Vous avez un petit aperçu des différentes figurines des héros, entre guillemets, qui sont en fait des patients. Vous voyez que certains d'entre eux sont déjà un petit peu allumés, hein, une sorte de parodie de Gandalf, j'imagine, qui est bon. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus que ça. Les boss que vous voyez ici, là encore très jolie miniature, certainement un gros plaisir à peindre également pour ceux qui sont amateurs. Bon, après, c'est dégueulasse, hein, c'est assez dégueulasse, il faut vraiment aimer l'univers un petit peu horrifique, mais c'est horrifique, mais un petit peu cartoonesque dans le même temps. Donc voilà, les différents monstres, les plateaux double face, les plateaux individuels, enfin les feuillets individuels de double face des personnages. Ici, Ian McFellow, je crois que c'est un jeu de mots sur le nom d'un des acteurs justement de Gandalf, me semble-t-il, ou de Dumbledore, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Avec donc une face, disons encore à peu près saine d'esprit, et une autre complètement tombée dans la folie, et qui vous accordera de nouvelles compétences, de nouvelles capacités et une plus grande puissance, j'imagine. Par exemple, là, vous voyez que certaines compétences, certaines capacités ont changé. Le 1, 2, 3, 3 est devenu un 1, 2, 3, 4, par exemple. J'imagine qu'il y a des petits changements ici également. Allez savoir. Ensuite, les monstres et ainsi de suite, les différents équipements, les armes, bref, tout ce que vous aurez vu un petit peu plus haut dans la campagne. Ensuite, tout un tas de cartes supplémentaires, là, un tas de jetons, bien évidemment. On aura quand même plus de 400, c'est quand même assez conséquent, plus 13 dés également. Ensuite, là, l'extension Inferno, qu'est-ce qu'elle vous ajoutera? Donc des personnages supplémentaires, des monstres supplémentaires, bien évidemment. On va essayer de passer directement maintenant au frais de port, parce que bon, on va pas non plus passer 3 quarts de là-dessus. Là, vous avez un petit aperçu des figurines pré-peintes avec les feuillets de ces monstres. C'est vraiment très bien réalisé, mais bon, après, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité de figurines, c'est vrai que bon, ils ont fait parler la poudre, hein, très clairement. C'est très bien réalisé. Ensuite, disons maintenant les frais de port. Les frais de port sont ici. Alors, pour le Canada, vous êtes sur du 32 à 37 pour le pledge admission, donc le pledge de base, 42 à 47 si vous voulez le pledge madness, donc ça fait quand même très cher en frais de port pour le Canada. Pareil d'ailleurs pour les USA, les USA c'est très cher également, et finalement on s'en sort beaucoup mieux en Europe, puisqu'on est sur du 12-26, enfin 12 à 26 ou 14 à 30. Bon, vous voyez que ce n'est pas encore clairement défini, c'est encore peut-être un petit peu sujet à changement du fait de la situation de tension du fret international, mais pour l'instant, c'est un petit peu plus intéressant que ce qui est proposé aux États-Unis ou au Canada en termes de frais de port. Et pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, c'est du 24-32 ou du 30-38, ce qui est à peu près similaire en fait à ce qu'on peut connaître au Canada, même un peu plus intéressant d'ailleurs. Pour ce qui est de la TVA, était-elle présentée quelque part? Apparemment, la TVA sera ajoutée, mais ce n'est pas explicité vraiment très clairement, mais je pense que la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Lobotomy 2 Manhunt.
qui reprend donc l'univers de Lobotomy numéro 1, mais avec encore plus de contenu. Est-ce que c'est susceptible de vous plaire? C'est un gros projet de la semaine qui, moi, m'intrigue pas particulièrement parce que je suis pas spécialement grand fan des dungeon crawlers, même si là, c'est plutôt donc un asile crawler, dirait-on, mais c'est plus ou moins la même chose dans le cas présent. En tout cas, ça a déjà attiré 1000 backers à 10 jours de la fin de la campagne, mais pas de version française pour le moment pour ce jeu qui nous vient de Titan Forge. Juste par curiosité, parce que je vois que les frais de port sont assez conséquents dans le continent américain, et parce que c'est un jeu polonais en fait. C'est encore un jeu polonais, comme il y en a beaucoup, et le prochain, c'est également le cas d'ailleurs, je crois. Voilà pour Lobotomy, donc 1000 backers, 173 000 euros d'engrangés à 10 jours de la fin de la campagne. Et on arrive maintenant sur le dernier projet de la semaine, la très très belle campagne de 51st State Ultimate Edition, donc une nouvelle édition pour 51st State qui a déjà connu un très grand succès dans l'univers du jeu de société, puisque c'est un jeu qui existe déjà depuis 2010, si je ne me trompe pas, et qui a déjà connu une seconde édition qui avait fait un beau succès également. Ils nous reviennent cette fois-ci avec un gros package pour pouvoir obtenir l'ensemble du contenu qui a déjà été proposé jusqu'à présent sur 51st State. Et bon, vous le voyez, on est déjà à 3500 backers, 270 000 euros d'engrangés. Il reste 10 jours à la campagne. Donc là encore, on fera un petit suivi la semaine prochaine dans le suivi du menu crowdfunding, parce que c'est une campagne assez courte. Mais bon, il n'y a pas à chier contre un radiateur. C'est une mécanique de précision bien huilée. On est sur une campagne qui marche très très fort, qui nous vient de Portal Games. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé. Portal Games, à qui on doit Imperial Settlers, ou encore par exemple Robinson Crusoe, que j'ai mentionné un peu plus tôt aujourd'hui d'ailleurs. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui nous vient de Portal Games et de Ignacy Trzewiczek. Je n'ai pas précisé, mais c'est un peu l'auteur maison, l'auteur principal, et je crois également le patron d'ailleurs de Portal Games. Et c'est donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, 75 minutes la partie, 14 ans et plus. C'est un jeu qui vous place dans un univers post-apocalyptique, un jeu essentiellement card-driven, comme on dit, donc dirigé par un jeu de cartes, en fait, des différents combos de cartes, de construction de camps, en fait. Chacun des joueurs autour de la table va essayer de construire un camp et d'aller imaginer différents combos avec les cartes présentes, qui sont toutes quasiment multi-usages. Donc là aussi, un côté très 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 intéressant de cette campagne, c'est justement l'aspect multi-usage de beaucoup des cartes qu'il compose, comme c'est le cas d'autres jeux bien évidemment. Ce n'est pas le seul jeu qui propose des cartes multi-usage, mais c'est généralement des jeux que j'apprécie beaucoup. Pouvoir sur une seule et même carte avoir 2, 3, 4 potentielles actions utilisables avec une même carte, je trouve ça vraiment très très intéressant. Vous avez un petit aperçu ici de tout ce que peut proposer la campagne. Il y a des cartes en masse. Version anglaise, polonaise, allemande, malheureusement pas de version française pour l'instant, et il n'y en aura pas en tout cas durant la campagne, si l'on en croit la FAQ de la campagne. Peut-être que le jeu sera édité par la suite en français, c'est pas impossible, mais pour l'instant en tout cas c'est pas prévu. Et donc, on va voir un petit peu, on va se plonger un petit peu dans cette campagne. Je sais que ça intéresse beaucoup Xavier également, mais Xavier, sur la même semaine, il a quand même Unsettled et 51st State. Le choix est difficile, si tant est qu'il fasse un choix. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'il en back un, en fait, puisqu'il est un peu en overdose actuellement, Xavier, de tout ce qui est crowdfunding. Il ne prend plus rien. Mais je sais que ça ne devrait pas trop tarder. Il y a quand même des jeux qui l'intéressent très très fortement, y compris le mois prochain, avec Tidal Blades, justement, qui lui fait méchamment de l'œil, d'autant qu'il a déjà le premier. Donc ça ne devrait pas tarder pour ce premier back de l'année, à mon avis. Alors donc, why back now? Bien entendu. Pourquoi backer? Eh bien parce que apparemment c'est la seule opportunité que vous aurez d'aller avoir l'ensemble du jeu. Toutes les extensions qui ont été proposées jusqu'à présent seront disponibles dans cette version Ultimate. Ensuite, peut-être également voilà, une petite économie lorsque vous pledgez dans la campagne, puisque ça vous coûtera théoriquement 50 € de moins que la somme totale des composants pris à l'unité, disons. Ensuite, bien entendu, obtenir le jeu avant tout le monde, avant les magasins, bien évidemment, sachant que là encore, gros point supplémentaire à mettre à leur effectif, c'est que la TVA, la VAT, est incluse dans le prix, et ça, c'est quand même excellent aussi. Les pledge levels, on en a un premier ici qui nous coûtera 80 €. En fait, c'est la version Ultimate avec toutes les extensions sorties jusqu'à présent. Et vous pourrez également ajouter à cela une extension supplémentaire qui n'est apparemment pas présente ici, peut-être. Si, elle est là ici, elle est là, No Man's Land. Oui, donc en fait, No Man's Land, c'est pour, ce pledge ici à 14 €, c'est pour ceux qui posséderaient déjà tout le matos précédemment sorti pour 51st State. Mais pour ceux qui n'ont rien,
le seul pledge intéressant, finalement, c'est ce premier pledge à 80 € qui vous fournira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extensions, je crois, plus le jeu de base, bien évidemment, donc peut-être 6 extensions plus le jeu de base, peut-être plutôt que 7. Ensuite, vous pourrez faire un pledge groupé pour ceux qui ont déjà le jeu pour aller choper l'extension en 6 exemplaires et économiser un petit peu en fait, à l'unité, bien évidemment. Ensuite, on a un pledge qui est déjà plus disponible, en fait, tout simplement parce qu'il était en nombre limité. En fait, c'était un pledge spécifiquement conçu pour aller aider un petit peu l'Ukraine dans la situation qu'elle traverse actuellement. En fait, je crois qu'il y avait quoi, une cinquantaine d'exemplaires peut-être signés par Ignacy Trzewiczek pour 160 € et l'intégralité des fonds était reversée à une association humanitaire ukrainienne ou peut-être polonaise, mais pour l'Ukraine, il me semble. Ensuite, on a évidemment un groupe pledge en fait, pour 6 exemplaires du gros bundle avec l'ensemble des extensions à l'intérieur pour 432 €, soit 10% d'économie apparemment. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte, me direz-vous? Donc, on a ce gros tapis de score, enfin ce gros plateau, c'est pas un tapis de néoprène, c'est un plateau de score. Une fois que vous aurez atteint les 25 points, vous déclenchez la fin de partie, ce qui ne veut pas dire que c'est la personne qui déclenche la fin de partie qui va l'emporter, bien évidemment. Il y aura des points qui seront ajoutés ensuite, suite à la fin de la partie, en fait. Ensuite, on aura bien évidemment tout un tas de petits composants qui seront upgradés également spécifiquement pour la campagne GameFound, comme par exemple ce petit jeton premier joueur que vous voyez ici, ainsi que des petits tokens de points de victoire que vous allez poser sur le plateau qui seront un petit peu upgradés et qui seront exclusifs à GameFound. Ensuite, on aura 4 plateaux de factions. 4 plateaux, en fait, ce n'est pas la totalité, puisqu'en fait, il y en aura d'autres via les extensions, mais ce sont donc les factions disponibles dans le jeu de base, en fait. Ici, vous voyez par exemple la Guilde des Marchands, mais il y en aura 3 autres. Ensuite, tout un tas de cartes, 88 dans le jeu de base, plus 50 cartes de New Era, donc de nouvelle époque, plus 50 cartes d'hiver. Ensuite, on a des cartes de connexion qui auront chacune des effets particuliers et instantanés généralement. Ensuite, on aura tout un tas de petites, comment dirais-je, de petites ressources qui seront directement upgradées et exclusifs à la campagne GameFound. Tout un tas de petits tokens en carton supplémentaires également. Ensuite, on passe à la première extension Scavengers qui ajoute des nouvelles cartes de connexion, mais également 44 cartes de Scavengers. Donc, ensuite, on aura l'extension Allies, donc l'extension des alliés, avec de nouveaux tokens et 50 nouvelles cartes. Moloch avec 23 cartes de machines, 27 cartes de Moloch. Et puis, apparemment, un petit peu de matériel supplémentaire, quelques mécanismes supplémentaires, j'ai l'impression également. No Man's Land, qui est une nouvelle extension propre à cette campagne, qui n'existait pas jusqu'alors. C'est pourquoi elle est présente en pledge unique à 14 € également, qui vient s'accompagner de 9 cartes de lieux de territoire, devrais-je dire, ainsi que 41 nouvelles cartes de No Man's Land, et aussi un playmat, et ça c'est quand même un gros plus également, un playmat. Alors, est-ce que c'est un playmat exclusivement utilisable si on joue avec No Man's Land ou est-ce que c'est pour le jeu dans son entièreté? Là-dessus, je ne saurais pas vous répondre. Je serais tenté de penser que c'est pour l'entièreté du jeu, quel que soit le nombre d'extensions que vous ajoutez, j'imagine, mais je n'en suis pas forcément sûr. Ensuite, on a des mini-extensions qui, là encore, sont exclusives à GameFound, qui sont en fait de nouvelles factions, comme ici l'université, l'extension Mississippi ou Hegemony ou Texas, par exemple, qui sont donc des nouvelles factions, accompagnées bien évidemment par leurs tokens individuels. On a aussi de nouvelles cités avec des tokens propres à chacune, par exemple. Ensuite, on a plusieurs variantes solo, semble-t-il, plusieurs, elles sont bien en pluriel, avec par exemple Mutants, New York, Merchants, donc différentes variantes solo pour plus de rejouabilité pour jouer seul. Et puis évidemment du matériel supplémentaire pour aller jouer en solo, j'ai l'impression qu'il faudra certaines cartes spécifiques peut-être. Les stretch goals, on les découvrira plus tard la semaine prochaine dans le suivi du menu crowdfunding. Ensuite, en add-on, vous pourrez aussi aller ajouter une extension supplémentaire, une faction supplémentaire dénommée Uranopolis, mais également un upgrade pack pour ceux qui disposent déjà du jeu, mais qui voudraient simplement aller upgrader le matériel, peut-être également en bénéficiant de quelques nouvelles extensions, de nouvelles factions peut-être. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans pour ceux qui donc disposeraient déjà du jeu de base. Donc c'est tout ce qui est augmentation visuelle en termes de matériel, mais également 4 nouvelles factions, les cités et les différentes variantes solo. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà le jeu, mais qui voudraient pouvoir y jouer en solo avec un matériel un petit peu upgradé de nouvelles factions, c'est 35 € de upgrade. Ensuite, pour ceux qui voudraient juste upgrader le matériel, c'est 15 €. Et puis ensuite, des sleeves pour la totalité du jeu, j'ai l'impression, c'est 18 €. Et puis ensuite, bon, vous avez le petit how to play, parce qu'en fait,
J'ai parlé tout à l'heure un petit peu très brièvement du côté multi-usage de chacune des cartes. D'ailleurs, vous le voyez avec les différents logos présentés, mais en gros, c'est un jeu où vous aurez une grosse phase de draft, 2 consécutives. Vous allez choisir chacun une carte et en exclure une autre. Ensuite, vous aurez une phase de production à partir de votre plateau individuel, ici par exemple New York, qui vous octroiera différentes ressources en fonction de votre faction, mais également des ressources en fonction de ce que vous aurez préalablement construit dans votre faction, sachant qu'il y aura 3 rangées différentes. On va aller voir derrière ça tout de suite. Les 3 rangées, vous allez voir, il y aura une phase, enfin une rangée dédiée à la production, une plutôt aux lieux d'intérêt, dirons-nous, et puis une autre pour les lieux d'action, comme ils appellent ça. Vous allez choisir de construire de nouveaux lieux, en fait, tour après tour, en fonction des ressources dont vous disposez, sur une des 3 rangées. Et à partir de ça, c'est elles aussi qui vous fourniront certaines nouvelles ressources pour pouvoir développer plus encore votre camp, mais également pouvoir aller attaquer votre adversaire, parce que qui dit post-apocalypse dit souvent camps rivaux et survie complexe avec des attaques sur vos adversaires. Alors, vous pourrez aussi aller transformer certaines de vos cartes pour aller les glisser en dessous de cette petite encart ici, Deals, pour aller gagner des points de victoire en fin de partie, par exemple. Et puis, vous pourrez aller raser des camps adverses, comme ici, par exemple, c'est défini par le petit gif que vous voyez ici. La personnage qui incarne le Mutants Union, que vous voyez ici à l'envers, va utiliser 3 de ces tokens de déplacement rouge que vous avez vu ici pour aller attaquer le hangar de cette personne contrôlant New York, et le camp est rasé, même si la personne va recevoir un petit peu de contrepartie pour avoir son camp rasé, bien évidemment, mais l'adversaire en emportera bien plus, évidemment. Donc il y a aussi un petit peu de take that, même pas qu'un peu d'amour à mon avis. Ensuite, on pourra aussi aller utiliser des cartes d'action, donc la 3e rangée, pour aller par exemple aller poser un worker pour aller en tirer un bénéfice, comme ici, jouer un ouvrier et gagner une brique qui vous aidera là encore, ou 2 briques d'ailleurs, pour aller vous aider à construire d'autres choses par la suite. Hein. Il y a tout un aspect de placement d'ouvriers également, y compris parfois sur certaines cartes adverses. Là par exemple, ce joueur contrôle l'assassin. Si vous allez poser un de vos ouvriers sur cette carte, même s'il ne vous appartient pas, vous pourrez obtenir des flingues par exemple. Ensuite, on a du Take or Play Connection Card, donc ces fameuses cartes de connexion qu'on a abordées un petit peu plus haut. Et là, ce sera vraiment une question de timing, puisque ce sera des gains instantanés en général. Par exemple, ici, gagner 3 déplacements. Et il faudra choisir le timing idéal, mais sans trop attendre non plus, parce que ça pourrait potentiellement vous être chopé par un autre joueur, bien évidemment, autour de la table. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Aussi une phase de clean-up, mais bon, là-dessus, pas grand-chose à dire. Et une fois que quelqu'un atteint 25 points, on déclenche la fin de partie, on ajoute des points supplémentaires par derrière, et on voit qui gagne, bien entendu. Donc ça a l'air d'être un jeu vraiment très, très, très sympa, essentiellement basé sur des cartes et de la construction de camps, de construction de moteurs, avec du tableau building, puisque vous allez construire votre tableau avec 3 rangées différentes ayant des fonctions particulières, et en plus un petit peu d'asymétrie selon le camp, la faction que vous allez choisir d'utiliser en début de partie, certaines étant un peu plus amènes de produire des munitions, d'autres plus amènes d'aller produire d'autres ressources, par exemple. Et bref, c'est un gameplay un tout petit peu différent selon la faction que vous allez chercher, mais au cœur du jeu, il y a de la construction de plateaux, de la construction de moteurs et du take that face à votre adversaire pour aller leur coller des tartes à l'emporte-pièce. Ensuite, il y a aussi un mode solo, mais bon, ça, on ne va pas trop s'attarder dessus. Ils nous disent ici qu'il est plutôt populaire au sein de la communauté des fans de 51st State, donc est-ce que c'est un gage de qualité? Peut-être, mais bon, c'est facile à dire d'un autre côté. Ensuite, un tas de vidéos, mais malheureusement aucune en français. Vous en avez par exemple une ici de 3 Minute Board Games qui fait toujours des vidéos très très condensées. Donc en 3-4 minutes, vous aurez un petit aperçu de ce que peut proposer 51st State. Et puis ensuite, on va directement, je pense, aller voir le shipping qui se trouve ici. Alors le shipping, attention, le plus intéressant est certainement ici ce pledge de base, en fait l'Ultimate Edition, donc pour ceux qui ne possèdent pas le jeu de base, hein, pour ceux qui voudraient uniquement l'extension, la nouvelle extension de No Man's Land, c'est la 2e colonne qu'il faut regarder, mais sinon, si vous ne possédez pas le jeu et que vous voulez l'édition Ultimate avec tout ce qu'il y a dedans, c'est cette première colonne qu'il faut regarder. Alors si vous vivez en Pologne, bah, vous avez de la chance, c'est gratos, mais pour la majorité d'entre vous, j'imagine que c'est plutôt le Rest of Europe, le EU, l'Union européenne, 15 à 21 euros, ça dépendra, j'imagine, peut-être du pays dans lequel vous vivez, en fonction de la distance qui le sépare d'un centre de logistique, ou peut-être également que c'est juste une fourchette pour savoir s'adapter un petit peu à la situation du fret dans les prochains mois, lorsque le jeu sera livré. Ensuite, pour le Canada, c'est du 22 à 26 euros.
J'imagine que la Suisse est contenue dans le Rest of Europe parce que ce n'est pas l'Union européenne, donc elle fait un petit peu plus cher. Et pour nous qui sommes en Asie, au Japon, on est dans la zone Rest of Asia, qui est donc ici 35 à 40 euros. Xavier, je sais que tu es intéressé, mais là, les frais de port piquent assez méchamment quand même. Ça ferait quand même un jeu à 120 euros. Il faut vraiment être fan. Ensuite, attention, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il n'y aura pas de TVA ajoutée. La TVA est déjà comprise dans le prix du pledge. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Et ma foi, c'est à peu près tout pour 51st State. Encore un jeu qui est là très sympa. C'est vrai que cette semaine, entre 51st State et Unsettled, on a quand même de jolis projets. Lobotomie me tente un petit peu moins. Parmi les mentions honorables, Ahau avait l'air assez sympa également, même si peu de gens semblent le suivre en détail. Mais pour moi, ce serait plutôt quand même Unsettled assez largement. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui encore. N'hésitez pas, je le dis assez peu, donc de temps en temps, il faut bien le rappeler, à lâcher un petit like, ça fait toujours très plaisir et ça aide bien évidemment au référencement de la chaîne. Un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, ou au pire, vous vous désabonnez et vous vous réabonnez. Hein, voilà, ça ne sert à rien, mais bon, voilà, hein, vous aurez compris. Et puis, bien évidemment, je vous invite à nous retrouver très prochainement pour le suivi du menu crowdfunding, mais également pour une ou deux vidéos qui devraient paraître assez, comment dire, incessamment sous peu. Je ne vais pas faire de promesses non plus pour la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement quand, mais théoriquement dans pas très longtemps. Je peux vous en parler déjà d'une, peut-être plutôt dans 2 semaines que la semaine prochaine véritablement, mais certainement une vidéo sur Maki, parce que je sais que le jeu va enfin arriver au backer français, puisque dans sa version francophone, il arrive plus tard que la version anglophone, la version d'origine. Et donc, je vous ferai peut-être une vidéo règle et une seconde vidéo dans un style un petit peu plus atypique, si j'arrive à tourner ça comme je le veux. On verra bien, vous verrez si ça sort ou pas. Mais en tout cas, la vidéo règle, ça devrait venir et ce sera aussi l'occasion de faire une vidéo solo, ce qui est assez peu souvent mon cas. C'est plutôt Xavier qui propose en général des vidéos en solo. Sur ce, merci encore de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien et à la prochaine.